On a tout vécu, même un braquage, des gars qui sont arrivés dans le restaurant avec des fusils, ou moi un client qui m'a frappé, ou un client qui est mort dans mes bras aussi. Non, mais j'ai tout vécu. Salut, c'est Toto. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Et d'ailleurs, en parlant de cuisine, aujourd'hui, c'est le premier événement hors série, première émission hors série, pas événement, si, c'est un événement, on peut le dire. Donc, première émission hors série, consacrée non pas à un chef à la cuisine, mais là, on quitte les fourneaux un instant pour aller en salle. Et notre invité aujourd'hui est Denis Courtiade, directeur du restaurant gastronomique du Plaza Athénée, l'hôtel ici à Paris. Denis, c'est une figure emblématique de l'art du service, de l'accueil et de l'hospitalité à la française. Il défend depuis plus de 30 ans un métier de passion et de transmission. Voilà, toujours dans la bienveillance. Vous allez voir, dans cet épisode, il nous raconte son parcours, il nous raconte son engagement, il nous raconte sa vision du service de la gastronomie d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Alors, installez-vous confortablement. Vous allez vous régaler dans un épisode qui va être premier épisode hors série. Et oui, qui va être incroyable. Donc, c'est tout de suite Denis dans Les Chefs se mettent à table. Denis, bonjour. Toto, on dit ? Ouais, on dit Toto, exactement. Nous sommes chez Trinchy. Tu sais que c'est aussi disponible en podcast, donc en audio. D'accord. Donc on va commencer pour nos auditeurs et pas nos téléspectateurs, mais web spectateurs, je sais pas comment on dit. Est-ce que tu peux te présenter peut-être ? On va commencer par ça. Très bien. Donc je m'appelle Denis Courtiade, je suis le directeur du restaurant gastronomique au Plaza Athénée à Paris. J'y officie maintenant depuis à peu près 26 ans et en quelques lignes 43 ans de carrière professionnelle. Donc je suis maître d'hôtel dans un restaurant, donc c'est moi qui suis chargé de l'accueil du restaurant, d'accueillir mes clients, de les accompagner à table, et voilà, de veiller à leur bien tout au long du repas. Donc voilà, et de diriger une équipe et de faire le lien entre la cuisine et la salle. Et donc voilà, donc c'est tout un ensemble de skills, de compétences qu'il faut avoir. Mais tu vas nous raconter tout ça, ça va être hyper intéressant. Alors on commence par le tout début. Alors peut-être pas tout début. C'est quoi ton premier souvenir, toi, de cuisine ou de restaurant, tiens? Alors, c'est assez simple parce que moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Donc, on va dire, je suis tombé, comme dirait l'autre, dans la marmite étant plus jeune. Petit. Et en fin de compte, j'ai un oncle qui était chef barman, un autre oncle qui était concierge de nuit au Grand Hôtel Opéra, mon père qui était maître d'hôtel dans un restaurant, mon grand-père qui travaillait au Ritz, au Claridge, mais plutôt dans la partie financière, comptabilité, etc. Donc, tous les dimanches, je me rappelle, quand j'étais petit, je sais pas, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, et mon grand-père, qui était pas forcément le plus honnête des hommes, ramenait toujours des petits fours, des canapés, etc. Donc, il y avait tous les dimanches beaucoup de canapés avec les assiettes logoté Ritz, Claridge en dessous, et avec ces petits fours, ces tranches de saumon, ce caviar, etc. Et les trois, mon père et les deux oncles et mon grand-père, toujours à raconter des anecdotes de clients, etc., etc. Donc, je pense que ces moments-là, ces moments de famille partagés autour des petits canapés, qui étaient pour moi quelque chose d'incroyable, et avec ces anecdotes, ont bercé, je dirais, mon enfance. Et voilà, donc c'est une des premières étapes auxquelles je me souviens. Et à l'âge de 14 ans, mes parents ont décidé de quitter Paris, donc de quitter le restaurant qu'ils avaient avenue Carnot, ça s'appelait Les Étoiles, à côté de l'Arc de Triomphe. Ils ont décidé de partir dans le Loiret, à côté d'Orléans, prendre un hôtel-restaurant, puis un restaurant. Donc mon frère et moi, on a dû les suivre à l'âge de 14 et 15 ans, ce qui était une déchirure pour nous, puisque nous étions autonomes à Paris, à nous déplacer avec les transports en commun. Voilà, on avait notre vie. Et là, on se retrouve en pleine campagne, au 12 rue du Grand Sauvage, vieille maison sur Joudry, donc un lieu un peu perdu, enfin complètement perdu d'ailleurs. Et les parents nous disent, vous n'aurez jamais de roue, c'est trop dangereux, mais on vous achètera votre première voiture. Donc de 14 ans à 16 ans, 17 ans, mon frère et moi, on était à faire notre cursus scolaire, la 4e, la 3e, la seconde. Et dans une région qui était pas très festive, voilà. Et comme je m'ennuyais un petit peu, et à l'époque il y avait pas les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Donc l'après-midi, dans le restaurant de mon père, je faisais des gâteaux. Donc je prenais de la farine, des œufs, je battais un petit peu ça, je mettais des colorants et des fois j'arrivais à faire un très beau 4 quarts, j'arrivais à faire une très belle pâte à choux, je faisais des signes avec une crème chantilly. Mon père arrivait, il coupait une tranche, il mettait 2-3 fraises, un peu de crème anglaise et il vendait ça à ses clients. Donc je pense que j'ai dû prendre confiance dans mes capacités d'être éventuellement un futur pâtissier. Oui. Mais derrière tout ça, j'avais vraiment une animation qui voulait que je m'émancipe rapidement, que je reparte
de chez mes parents pour retourner à Paris, donc gagner ma vie, vivre ma vie, être indépendant, voilà, c'était tout ça qui m'animait. Donc je pensais faire carrière dans la pâtisserie, donc autour d'un CAP, et le premier restaurant à Sully-sur-Loire qui devait me recevoir, on y va avec mon papa, et en fin de compte le jour J, le propriétaire du restaurant me dit excusez-moi, je peux plus prendre d'apprenti. Bon, donc je vais pas commencer ma carrière de pâtissier que je la commençais pas. Déjà terminé. Donc au revoir les petits rêves, etc. Et quelques jours après, l'Auberge des Templiers, qui est l'institution du Loiret, envoie un courrier à mon papa en disant voilà, on n'a pas de place en pâtisserie, en cuisine mais on a de la place en salle. Et comme dans le restaurant de mon père, j'avais aussi touché un peu à la salle, à la plonge, aux garnitures, aux cocktails, au service en salle. J'ai dit, papa, moi je veux y aller, je veux vivre ma vie. Donc, et j'ai commencé ma carrière. Donc, tu es en train de dire que pas le simple refus, mais oui, c'est peut-être ça qui a conditionné toute ta carrière professionnelle, quoi, alors, si oui, ça se trouve. Oui, et ça me fait penser à autre chose, c'est que si tu interroges d'autres personnes de salle, tu t'apercevras que ces gens-là sont attirés par ces métiers. En premier abord par la cuisine, en général, par la cuisine, par la pâtisserie, par la nourriture, par la bouffe. Voilà, c'est cette notion de plaisir alimentaire et aussi cette envie de faire plaisir. De faire plaisir aux personnes que tu as à la maison. Moi, mes parents travaillaient beaucoup. Quand ils rentraient, je leur faisais à manger. J'étais content de nettoyer la maison. Je passais l'aspirateur. Je pense que j'avais besoin de reconnaissance. Mais à travers préparer leur repas et faire un peu de ménage, quand j'avais 12 ans, 14 ans, 16 ans... c'était des valeurs qui m'animaient déjà à l'époque. Ouais, et je pense que tous les grands maîtres d'hôtel, tous ces gens qui font du service ont eu une approche, je pense la première approche par rapport à la cuisine, une expérience dans un restaurant, à la pâtisserie, etc. Et ont découvert après les métiers de service. On reviendra sur ton parcours, mais je saute tout de suite sur ce que tu dis, on y va tout de suite. C'est vrai que vous êtes en contact, vous, à la différence des cuisines, vous êtes en contact direct avec le client, oui, l'invité, tu l'appelles comme tu veux, le client, oui. Et c'est vrai que c'est par vous que on va aussi véhiculer l'atmosphère d'un restaurant, d'un lieu. Tu disais le service, en effet. Enfin, c'est quand même vachement important, mais c'est aussi une autre approche, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors de notre point de vue, c'est essentiel. Les personnes de l'accueil et du service sont essentielles. Ça commence par la réservation, que ce soit au téléphone, que ce soit l'accueil physique devant le restaurant. Ce sont des messages envoyés aux clients. Si tu as quelqu'un qui t'accueille, qui est un peu comme ça, il lui manque 2 boutons sur sa veste, qui est pas maquillé, qui est pas coiffé, qui se tient pas bien et qui te regarde même pas quand, voilà, tu sais très bien que ce qui va se passer après, ça va pas être dans le bon tempo. Donc même l'assiette du chef, tout ça, ça va pas être dans le bon tempo. Donc c'est pour ça qu'il faut donner beaucoup d'importance à l'accueil, au service, parce que ce sont les meilleurs représentants de la cuisine d'un chef. Voilà. J'ai plein de questions qui me viennent là, mais dans mon cerveau, ça part. En fait, donc moi j'ai l'habitude de recevoir des chefs, et là c'est vrai que en discutant avec toi là depuis 3 minutes, je sais pas, j'ai tellement de questions justement sur ça, parce que moi j'ai eu la chance de faire des quelques belles maisons, et j'ai toujours été admiratif justement du service. Ok, ce qu'il y a dans l'assiette bien sûr, mais aussi tu sais bah oui, tu vas me dire que oui, mais le truc où ta personne, et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive parce que tu t'es dit tiens, je prendrais bien du pain, j'en ai plus, et au moment où tu te dis tiens, j'ai envie de saucer, là il y a quelqu'un qui arrive, tu sais pas d'où, et qui t'apporte exactement ce que tu imagines et ce que tu as envie. Là on est dans un moment de perfection, c'est-à-dire que la personne de service a ressenti, elle s'est mise à la place de son client, elle a ressenti, elle a perçu, même si elle était en train de faire autre chose, elle a son radar qui est très ouvert, et elle a perçu que c'était le moment d'intervenir à cette table-là en apportant un service ou un accompagnement. Et là, c'est ce qu'on devrait trouver partout. Et à la fois, ce qui est un peu difficile pour nous, c'est qu'un très bon service, c'est un service qu'on ne doit pas ressentir. C'est-à-dire que là, je suis en train de te parler, on a une conversation très importante, je bois, je finis mon verre, je le repose, et je continue à te parler, c'est important, et je reprends mon verre, il a été rempli, je m'en suis même pas aperçu. C'est ça. Et là, c'est là qu'on va dire que j'ai vécu un très très bon service. Quand on sera sur pas la fin, mais tu vois ce que je veux dire de ton cursus, on en reparlera ça, parce que honnêtement, c'est ce qui moi, c'est vraiment la différence que je fais au-delà de l'assiette, encore une fois, entre une belle maison et le truc où tu fais waouh, là on est dans un moment magique, quoi. C'est là où on peut différencier 2 catégories de services: la personne qui est au service de son client et la personne qui se met en scène, qui se met en service, voilà, qui prend le lead, qui prend le dessus sur son client. Et là c'est pas les bonnes personnes, c'est pas les bons acteurs. Voilà. Et après on revient, promis, c'est ma dernière question un peu. Alors malgré c'est ce que je viens de dire, il y a aussi un côté théâtral.
qui de temps en temps, on doit aussi théâtraliser bien sûr. ce qu'on fait. Donc les leaders, le chef sommelier, le chef directeur de salle. Donc à part moment, il doit aussi savoir aussi sortir de la boîte. C'est hyper intéressant, ça. Et hop, et re-rentrer, voilà. Et alors, dernière question, après on y retourne. Qui fait le lien entre, comment dirais-je, l'assiette, le chef, autrement dit, à quel moment les plats sont envoyés, débarrassés, etc. Ça, c'est le rôle à tes équipes, ça, à toi? Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas la cuisine qui dirige le service, c'est la salle qui dirige le service. Parce qu'en fin de compte, quand on dit la salle, c'est le client qui dicte le bon timing, le bon tempo. Donc, on pense qu'on va délivrer parce que le chef a décidé que toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, il se passera ça, etc. Non, c'est pas ça. C'est chaque table, chaque client à chaque table doit être considéré individuellement. Donc, c'est à ce moment-là, le client, nous, on a une partition à jouer, mais il y a des clients qui sont prêts à écouter sur des temps longs. On a une clientèle, par exemple, allemande. Quand ils vont prendre l'apéritif, ils vont souvent prendre des belles bouteilles de champagne, des belles bouteilles de vin blanc. Et ils vont prendre le temps de déguster le vin avant de commencer à les servir en termes de nourriture. Donc voilà, c'est très, il faut être très sensible. Et c'est la salle qui remonte l'information à la cuisine en disant, chef, là, faut accélérer, là, faut ralentir, attention, voilà. Mais tu sais, parfois, je me suis même posé la question en disant, mais il y a une caméra au-dessous, c'est pas possible. Comment ils arrivent à savoir que c'est le moment où je vais avoir envie à nouveau d'avoir un plat, etc., tu vois? Bah, ça, c'est le professionnalisme de la salle, qui sait ce qu'elle a à faire et qui sait aussi écouter ses clients. Et c'est ce qui est essentiel. Voilà. Bon, on y reviendra. Je me suis un peu, bon, bref. Donc, du coup, on te dit non, il n'y a pas de place en pâtisserie. En revanche, tu peux aller en salle dans un autre établissement. Voilà, et c'est l'Auberge des Templiers, donc l'institution. Alors je sais pas si tu connais, mais c'est une institution comme chez Menot, chez Georges Blanc, chez Marc Vera, etc. C'est une grande maison. Et par contre, ce sont des hôteliers qui tiennent cette maison-là, la famille Dépé. Et donc c'est pas un chef de renom qui est hyper médiatisé, mais tout le monde connaît cette institution. Elle a été la porte-parole pendant de nombreuses années des Relais Châteaux, étant l'établissement phare des Relais Châteaux. Okay. Donc j'attaque mon apprentissage dans cette maison. J'y ai fait 2 ans en tant qu'apprenti, 6 mois en tant que commis. J'ai rencontré mon premier mentor qui s'appelait Alain Francoz et qui m'a appris le métier et aussi la pédagogie. Faire les choses avec du sens. Bon, quand t'es jeune, tu fais des bêtises, donc et il me reprenait, il me corrigeait toujours avec l'explication. Alors je te donne un exemple qui est un peu tout bête, mais c'est très parlant. Je nettoyais le sol de l'office avec une serpillière, mais tu sais, au bout des doigts, parce que voilà. Comme ça, il est arrivé, il me dit, Denis, t'es un garçon intelligent, je vais t'expliquer. Il a pris un seau d'eau chaude, il a pris un seau d'eau froide, il a mis du savon, il a retiré sa veste, il a mis les mains dans la serpillière, comme ça. J'avais honte, je le voyais faire, j'avais honte. Et il m'a dit, et il a nettoyé l'office devant moi, il l'a rincé devant moi, et il dit, Denis, t'es un garçon intelligent, je pense que t'as compris la leçon. Et voilà, donc 43 ans après, je suis encore en train de te raconter ça, parce que il m'a montré ce qu'il fallait faire. Donc toujours dans la pédagogie, jamais en te disputant, etc. Et je pense que mon fil rouge, c'est ce monsieur Alain Francoz, et j'ai tout après ajouté mes compétences sur ce fil rouge de la pédagogie. La bienveillance aussi, j'ai l'impression. Hein. Et alors, du coup, les chefs nous racontent là comment dirais-je, quand ils arrivent dans un restaurant en tant qu'apprenti, qu'on leur donne à faire, etc. Donc toi, dans ton cursus, quand tu arrives là comme ça, non, en bas de l'échelle, c'est pas du tout péjoratif. Au début de l'échelle. Exactement, au début de l'échelle. Qu'est-ce qu'on te donne à faire alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies les laitons, tu nettoies les cuivres. Tu nettoies le carrelage avec une cire et de l'essence. Tu vas brosser la tête de cerf. Tu vas brosser la tête de sanglier. Tu vas nettoyer le vivier. Voilà. Donc toutes ces tâches, je dirais, je parle pas de l'argenterie à la brunesseuse, etc. Bah toutes ces tâches, tu commences à les appréhender. Mais encore une fois, c'est alors à notre époque, à mon époque aujourd'hui, nous on rend ces tâches maintenant pédagogiques. On met toujours un jeune apprenti avec un chef de rang pour que les tâches soient faites ensemble, pour qu'ils puissent partager d'autres choses que juste le côté physique et contraignant de ces tâches. Voilà. Donc donner du sens à ces sous-tâches, on va dire, voire même sous-traiter ces moments-là à notre époque par une société extérieure ou par quelqu'un dont c'est le métier, mais qui fait que ça, pour rendre le travail du serveur ou du chef de rang plus noble dans le service et moins dans la contrainte, voilà. Mais voilà, bon, c'était comme ça, tu faisais ça. Ça m'arrivait aussi de porter les bagages dans les chambres, servir les petits déjeuners, etc. Donc c'était multitâche et je servais aussi la direction.
Parce que à l'époque, comme j'avais travaillé chez mon papa, j'avais un petit peu quelques compétences et la direction, personne ne voulait s'en occuper parce que c'était un moment de tension. Oui. Il y avait Monsieur Jacques Despé, Madame Despé, Philippe Despé. Voilà, il y avait 2-3 générations qui mangeaient ensemble à la table de la direction et c'est moi qui m'en occupais parce que le maître d'hôtel voulait pas y aller, le chef de rang voulait pas y aller et moi j'étais comme un novice et je me prenais des rafales de plein de choses. Alors, tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Tu viens de parler de chef de rang, de maître d'hôtel. Oui. Est-ce que tu peux nous donner comment dirais-je, une vision justement des postes et qui fait quoi dans un restaurant ou dans un gastro? Pour qu'on ait comme ça en tête les noms et les fonctions et les tâches qui sont... je dirais la partie froide, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc, il y a la hiérarchie que je vais détailler, et puis une fois qu'on l'a détaillé et qu'on sait qui fait quoi, il faut en sortir. Voilà, okay. Il faut faire un management plutôt à l'anglo-saxonne où tout le monde travaille ensemble pour un résultat. Oui. Mais c'est vrai que c'est très codifié quand même, hein, malgré tout. Donc on a ce qu'on appelle l'apprenti, on a ce qu'on appelle le commis débarrasseur, le commis de rang, le demi-chef de rang, le chef de rang, le premier chef de rang, l'assistant maître d'hôtel, le maître d'hôtel, le directeur du restaurant. On y ajoute après le commis sommelier, le second sommelier, le chef sommelier. On peut ajouter après le trancheur, qui va s'occuper des découpes. On peut rajouter le barman, le barista. Voilà, on a tout un ensemble de métiers qui Donc ça peut représenter combien de personnes C'est un écosystème important. Oui. Dans une brigade, je dirais à l'ancienne où c'était le moment face des grands restaurants. On pouvait avoir 30 personnes en salle pour servir 40 couverts. Voilà. Au Louis XV, à une époque à Monaco, oui. Entre la salle et la cuisine, on était plus nombreux en personnel que le nombre de couverts. Voilà. Parce que chacun est expert dans son domaine. Il y a les jeunes qu'on est aussi là pour former, pour assurer une succession, une transmission. Mais un chef de rang au Louis XV à Monaco à l'époque, il y avait 3 tables, il avait entre 8 et 12 couverts. Alors, ça paraît peu, mais c'est de l'ultra précision avec des clientèles qui payent des montants d'admission très élevés, qui sont dans un système, dans un univers, Hôtel de Paris, le Louis XV, Monaco. Voilà, ils attendent à beaucoup, ils mangent avec des couverts en vermeil. Donc il faut mettre en face des compétences. Bien sûr. Et du nombre. Ok. Ah ouais, donc c'est des sacrées équipes. Hein, oui, c'est un vrai métier. Ouais, bien sûr. C'est un vrai métier avec une vraie organisation, avec une vraie structure et voilà. Donc. Et il y a pas mal de similitudes dans ce que tu racontes avec la cuisine, tu vois, en termes d'échelons, en termes de. J'ai vraiment, il y a 2 équipes en fait pour former qu'un seul. Écoute, ce que tu viens de faire comme geste, ça me fait penser au yin et au yang. On a fait un travail avec une enseignante qui s'appelle Corinne Acmont et la partie blanche c'est la cuisine, donc la forme blanche. C'est la cuisine avec la compétence du métier de la salle qui est la partie noire. Ouais. Donc la partie blanche, la propreté, le feu, etc. Et nous, on est dans la partie obscure. Donc ça, c'est le service, le côté smoking, le côté feutré, le côté avec la compétence blanche qui est la connaissance du métier de l'autre. Parce que nous aussi en salle, on sait cuisiner, on sait pâtisser, etc. Et les deux forment une harmonie. Ouais. Voilà, une harmonie. Et on est interdépendants. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aussi à la cuisine, c'est qu'on est ni plus fort ni moins fort. On est de même taille, on est interdépendants et il faut savoir se respecter pour former une harmonie. Voilà. Et donc, c'est les 2 formes que tu as dit. Donc, voilà, ce sont 2 métiers avec des compétences très différentes. Un très bon cuisinier aura beaucoup de mal à venir en salle, accueillir, servir, prendre une commande, comme on l'entend. Moi, j'ai travaillé avec des très grands chefs. Quand ils venaient prendre la commande en salle, je restais toujours à côté d'eux. Eux, prenez ça. Et moi, j'étais juste derrière, je disais, chef, attention, vous avez mis 3 fois des crustacés, 2 fois de la truffe blanche, 3 fois de la truffe noire. Ah oui, c'est vrai, voilà. Et vous n'avez pas écouté, mais le monsieur était allergique au gluten, donc vous lui avez proposé la brioche. Ah oui, voilà. Donc, nous, après, on a un vrai métier de remettre dans l'ordre, d'écouter aussi les clients, les messages dits et les messages non dits, voilà. Ouais. Et alors que le chef, lui, il est là, il est enthousiaste, il veut parler de sa cuisine, il parle des produits, voilà. Donc moi, je pense que, je coupe là-dessus, mais une bonne commande prise en salle, c'est le chef qui a parlé de sa philosophie, de sa cuisine, de ses plats, de ses artisans, et nous qui sommes à côté, qui allons restructurer, mettre dans le bon sens, dans le bon ordre, un menu qui monte en puissance et en intensité. Éviter les sauces de même couleur, la répétition des produits ou des etc. Ah mais c'est un tu nous décris un vrai savoir-faire, c'est quand on est assis en tant que client, là ça paraît évident quand tu le dis. Exactement. Et j'imagine que moins tu le sens et plus tu te dis plus j'ai réussi mon job. Et voilà, plus c'est fluide, plus c'est naturel, plus on vous attendait, on sait ce que vous aimez.
on vous le propose pour s'assurer que c'est vraiment bien le bon choix. On entend aussi le rapport qualité-prix, enfin ce que le client est prêt à dépenser, parce que aussi il faut savoir accompagner la clientèle qui a un budget soit limité, soit pas limité. Et donc savoir l'entendre, recommander des demi-portions, des portions à partager éventuellement pour être dans le budget raisonnable. Ou alors si on est sur un happy hour où là on est là pour s'amuser et festoyer, ben voilà, savoir y répondre. Mais voilà, c'est plein de messages comme ça qui sont envoyés par nos clients qu'il faut savoir entendre et écouter et voilà, délivrer, puis s'assurer qu'on s'est bien compris. Ouais. Et puis après, pour que ça soit parfait, dépasser les attentes. Génial. Le client attendait ça, et on a dépassé ses attentes, et là, on est dans quelque chose d'une soirée réussie, oui. On retourne en arrière? Voilà. On va faire des petits sauts comme ça, mais c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que c'est intéressant? Je suis captivé. Alors, donc, t'es donc dans cette maison-là, dans cet hôtel-restaurant. Donc je fais 2 ans en tant qu'apprenti, 6 mois en tant que commis, et bien sûr il fallait partir loin pour apprendre l'anglais. Donc l'anglais est la matière, je dirais, numéro 1 dans notre profession. Donc dans les écoles hôtelières où je vais souvent, je leur dis la matière numéro 1 à apprendre, avant la technologie, la technique, etc. L'anglais. Voilà. Donc moi je suis parti très très loin à l'époque, ça s'appelait l'Angleterre, il n'y avait pas le tunnel sous la Manche, etc. Et je me suis retrouvé au nord de Heathrow, à côté de Windsor, ça s'appelait Maidenhead. C'était un vieux manoir de 1228, une vieille forteresse anglaise, et la chance que quand t'es français commis en France, t'es chef de rang en Angleterre. Quand t'es chef de rang en France, t'es maître d'hôtel en Angleterre, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a été formé par les écoles hôtelières en France. Ah oui, toi le cursus français est vraiment... Mais pas qu'en Angleterre, dans le monde entier. On est upgradé. On a la chance d'avoir un métier, que ce soit en cuisine, en salle, en pâtisserie, où la valeur française est la valeur reconnue et la valeur numéro 1. Voilà. D'autres pays ont d'autres compétences. Mais nous, la France, c'est... Donc tu peux aller à Hong Kong, au Canada, où tu veux, le maître d'hôtel dans un grand restaurant sera toujours français. Et le chef sera toujours français. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Quand tu dis un grand restaurant, un gastro, ce genre de... Oui, un gastro, dans un bel hôtel, etc. Ah oui. Donc là, je me retrouve en Angleterre, je me retrouve à Trifouiller-les-Oies, donc à côté de Windsor, etc. Donc, pour apprendre l'anglais, donc j'y passe à peu près 15 mois. C'est comment quand on a... T'as une vingtaine d'années à ce moment-là, à peu près 16, 18, 19 ans. 19 ans. Oui. C'est comment Orléans C'est une déchirure. Mes parents m'accompagnent à l'aéroport. Je prends l'avion, j'arrive là-bas et je prends le taxi. Et I like to go to Maidenhead, please. What do you say? Voilà. Donc voilà. Et premier élément de langage en anglais, savoir se faire comprendre. J'ai quand même réussi à arriver à l'hôtel. 2-3 jours à me morfondre, morose, etc. Et puis après, la vie prenant le dessus. Et voilà. Donc... Voilà, donc c'était une belle expérience dans un vieux manoir avec une très belle clientèle. J'ai appris les mœurs anglaises sur le thé, sur la façon de manger, sur voilà, qui préféraient le fromage après les desserts, qu'ils étaient pas très très fans des desserts, que c'était pas très élaboré, etc. Voilà. Bon. Et l'appel du drapeau, donc je dois revenir en France faire mon service militaire, et donc j'utilise 1 ou 2 pistons comme on dit à l'époque, et mon piston ne marche pas, mais quand même marche un petit peu, et je suis convoqué pour être magasinier, chef de rang au château de Versailles, donc au Metz, donc comment ça s'appelle? Le cercle des officiers de Versailles. Ah oui, ok. Donc, quand tu as le château de Versailles devant toi, l'aile gauche, tout en bas à gauche, c'était le cercle des officiers de Versailles. Ce qui est rigolo, c'est qu'il est maintenant, depuis 3 ans, redevenu ce qu'il était avant, l'hôtel du Grand Contrôle. Et c'est un hôtel piloté par Stéphane Courville, les Érelles, et aussi Alain Ducasse, qui est consultant. Donc, mais j'étais avant Alain Ducasse pour faire mon armée, donc pendant 1 an. Donc j'ai eu la chance de faire mon armée, mais je dirais planqué. On faisait des services, on servait les généraux, les amiraux. C'est ça. Donc tu as la chance de faire ton métier pendant 1 an. Exactement, voilà. Mais bon, ils étaient malins quand même en termes de recrutement au service des armées, de prendre les cuisiniers, les pâtissiers, et les mettre aux endroits les plus stratégiques pour eux, etc. Bien sûr. Donc voilà, donc c'était un service militaire, je dirais édulcoré, où j'ai un peu perdu mon temps, mais bon, c'était une expérience dans le château de Versailles. Le cadre est juste invraisemblable. Et puis, ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est Alain Ducasse qui soit consultant. Donc, et de là, donc, je descends après à la ferme de Mougins, à Mougins, avec Patrick Henriroux. Donc là, c'était plein de testostérone à l'époque. Patrick, très en forme, grand chef, très dynamique. Donc j'ai beaucoup aimé ce moment-là, etc. Comment c'est la clientèle? Si tu compares la clientèle
on va dire de la Loire à l'époque à Sud Mougins. C'est la Loire, je me rappelle que c'était des familles, voilà, le dimanche en famille, avec des grandes tablées, avec le papa très dominant, des grandes bouteilles de vin. Il y avait aussi les moments de chasse. J'ai parlé avec un ancien président il y a pas longtemps, et on parlait de l'auberge des Templiers. Il me dit oui, c'est un lieu de chasse. Je dis oui, un lieu de chasse dans les deux sens du terme, parce que il y a la forêt d'Orléans, donc grand domaine forestier, donc la chasse et ça. Mais c'est aussi un lieu pas loin de Paris où il y a des couples illégitimes qui venaient aussi chasser. Oui, parce que tu es à 1h30 de Paris, quoi, dans l'absolu. Voilà. Bon, ça a un peu changé les mœurs voilà. Oui, mais voilà. Donc la clientèle c'est une très très belle clientèle, très relais château aussi, très élégante. Et là, je pars sur le sud de la France, et donc une clientèle plus estivale, plus décontractée, plus internationale aussi. Aussi, oui, oui, c'est vrai. Et voilà, c'était une belle dynamique. Flamme de Mougins, belle dynamique. Je rencontre une jeune américaine qui s'appelle Sophie, qui habite Orlando, et je repars la rejoindre. Son papa, il a un restaurant qui s'appelle la Normandie, donc voilà. Donc ça, c'est. Tu pars en Floride. Je pars en Floride, c'est le rêve, c'est l'Eldorado, super restaurant, super grosse voiture, super bateau. Puis Orlando, les parcs d'attractions. Voilà, on est à Naples, on fait du bateau, donc je rêve le rêve américain. On va à Key West, il fait beau, la musique à fond. Donc le petit Denis, il a qu'à 20 ans, il est là-bas, il est in love, voilà. Et là, tu te dis que t'es 15 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'est peut-être le truc le plus intelligent que t'aies jamais fait. Exactement. Non, c'était vraiment. Mais après, il y a un contre-coup, c'est qu'il faut rentrer. Donc je rentre de Miami, et là mes parents viennent me chercher à l'aéroport et m'emmènent à la maison, donc dans le Loiret. Donc là le deux chocs des cultures. Exactement. Donc là c'était très très dur. Ça m'a pris un petit peu de temps. Donc j'ai fait là à ce moment-là un petit peu entre deux. J'ai fait appel à mes oncles, donc au Grand Hôtel Opéra, et le deuxième qui était chef barman rue Marbeuf. Et les deux m'ont fait faire des extras à droite à gauche, etc. Et donc ça c'était l'hiver, et je suis donc le Sud m'a appelé. Ouais. J'avais fait des liens, parce qu'on a un métier, on a de la chance, on fait des rencontres, et si tu fais bien ton travail, les gens veulent retravailler avec toi, veulent que tu fasses repartir dans leur équipe. Et en fin de compte, voilà, à partir de ce moment-là, j'avais plus besoin de faire mon CV. Et donc le Sud m'a rappelé, je me suis retrouvé au Joanna à Jean-les-Pins. Mm-hmm. Je crois que c'était en 87, hôtel Joanna Jean-les-Pins, 2 étoiles Guy Michelin, et donc je fais une très belle saison dans un très bel endroit, et on me dit que le chef qui était là l'année précédente, il s'appelle Alain Ducasse, et qu'il a quitté le Joanna pour aller au Louis XV à Monaco. Et donc j'entends parler d'Alain Ducasse, mais je ne le connais pas, parce qu'il vient d'ouvrir le Louis XV à Monaco, donc c'était 87. Donc je fais la saison d'été. Pratiquement toute l'équipe monte à Méribel, et on fait l'ouverture d'un hôtel qui s'appelle l'Alodis à Méribel. Okay. Super ambiance, super décontracté. On travaillait dur, mais c'était ambiance familiale. C'est comment la différence entre une saison à la mer et une saison à la montagne? Saison à la mer, c'est décontracté, mais quand même très formel. Chacun a sa place, etc. Et c'est une bonne question, parce que saison à la montagne, c'est tout l'inverse. On servait des clients qui étaient en tenue de ski, décontractés, super sympas. Alors, ça, c'est l'air de la montagne, ou tout ça faisait que les gens étaient sympas. Donc, Juan Carlos, Alain Prost, Jean-Jacques Goldman, tous ces gens-là, Jean-Loup Chrétien, l'astronaute. Ouais. Bon, je me rappelle de soirées avec ces personnages, ces célébrités, mais qui te tapent dans le dos, parce qu'ils sont dans un mode décontracté. Il n'y a pas tout un protocole autour d'eux, etc. Donc oui, c'est une bonne question, parce que j'ai beaucoup apprécié ce moment-là, de cette ouverture très dynamique, avec la famille Fron qui dirigeait l'hôtel, etc. Et après donc, la saison d'hiver, je repars dans le sud de la France, et on fait l'ouverture de ce qu'on appelle la Belle Otero. Donc face au Carlton, quand tu es au Carlton à Cannes, l'hôtel de Carlton, le 7e étage a été loué par une compagnie anglaise qui s'appelait London's Casino Club. Ils ont fait en façade un casino, sur l'aile gauche un bar avec une discothèque et un restaurant gastronomique qui s'appelait la Belle Otero, le chef Francis Chevaux, et de l'autre côté il y avait une chambre, etc. Et donc on arrive dans ce restaurant, on ouvre le restaurant, on obtient 2 étoiles Guy Michelin, très bel endroit. On devait avoir à l'époque une des meilleures places de France. On travaillait que le soir. On était en surplomb du Carlton. On regardait la vie cannoise d'en haut. On était bien. Et mon directeur de salle me dit, bon, écoute, Denis, il y a un concours la semaine prochaine, je t'inscris. T'es quel poste là? Donc t'es pas directeur. Là, chef de rang. T'es chef de rang. Chef de rang. Chef de rang. Entre-temps, j'avais essayé il y avait un ancien sommelier de l'auberge des Templiers, Frédéric Romer, qui travaillait actuellement au Louis XV à Monaco.
Il me dit, ah, bah, t'es au Carlton, je savais pas. Bah, écoute, je vais essayer de te faire rentrer au Louis XV à Monaco, d'Alain Ducasse. Et donc, il essaye, ça marche pas. Bon, la vie continue. Mon directeur me dit, la semaine prochaine, il y a un concours, je t'inscris. Bah, j'ai, vous êtes un peu dur parce que j'ai qu'une semaine de révision. Il me dit, non, mais j'ai confiance, etc. Donc, l'épreuve se passe à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est quoi le concours? C'est le concours Jacquard du meilleur chef de rang et maître d'hôtel de France. Et j'ai la chance d'arriver en deuxième position. D'ailleurs, Patrick Chauvin, qui est mon alter ego, mais qui lui est le chef de rang maître d'hôtel du Louis XV à Monaco. Moi, je suis au Carlton à Cannes. J'arrive second. Et quelques jours après, je reçois une convocation. J'avais fait un bon score, je pense, pour la finale à Reims. Et donc, je me retrouve à la finale à Reims. Donc, le matin, épreuve écrite. C'est le midi, 6 personnes à servir, avec un bar à découper, avec un gigot d'agneau à découper, des crêpes, etc. Dans un univers compliqué. Ça, en ce moment. Alors, je sais pas si c'est parce que, juste une toute petite aparté, si je suis, mais le nombre de vidéos que j'ai, tu sais, sur mes réseaux sociaux avec ouais, Anto. Vas-y, où j'ai, tu sais, les vidéos avec, comment dirais-je, les maîtres d'hôtel qui viennent pour servir des crêpes, crêpes Suzette, des trucs. Bien. Je les vois découper ça, le canard, etc. Et je fais waouh. Ouais. Ah ouais, c'est un métier, on apprend. Hier, tiens, c'est drôle parce que hier, ils arrivent, il y avait, ouais, ça devait être un pigeon. Ils sont à 2 pour couper les flancs. Oui. Tu vois. Alors, le geste et tout ça, j'étais mais subjugué. Alors, waouh. Je vois de quoi tu parles, c'est très beau, mais après il faut remettre ça dans un contexte client. C'est-à-dire que, in fine, est-ce que le client va manger chaud, est-ce que la peau va rester croustillante, est-ce que le sang est toujours là, voilà. Je comprends. De faire des fois trop de démonstrations, c'est un peu se flatter soi-même, un peu au détriment de la prestation finale. Oui. Voilà. Donc après, tu peux avoir l'œil du chef, dit, là vous allez servir froid, ça fait 10 minutes que vous êtes sur le pigeon, etc. Donc il y a l'aspect récréatif qu'on peut faire dans une école hôtelière pour montrer les différentes techniques. Et à un moment donné, voilà. Donc les suprêmes d'un pigeon, moi je préconise de les laisser entiers, donc de les lever, de les laisser entiers pour les garder avec le jus, la température, etc. Donc après chacun a ses méthodes, mais je vois de quoi tu parles et c'est très beau. Mais le geste, tu vois, à chaque fois je fais waouh. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais vous avez aussi vous ce geste-là qui doit être sacrément répété, quoi. Voilà. C'est pas, tu fais pas ça comme ça. Exactement. Il y a un apprentissage, il y a une répétition, il y a l'utilisation des mains, l'instant T, la chorégraphie, la théâtralisation. Et puis après, surtout, rester connecté avec le client. Parce que le client, tu l'intéresses, tu l'emmènes dans un pic d'excitation, oui. Ouais. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'il faut le servir. Ouais. Sinon, ça redescend, le client ne te regarde plus et, il va avoir une perception comme il quoi. est passé à autre chose et voilà, c'est trop long, j'ai mangé froid, etc. Donc oui, bon, à quoi ça sert? Et le chef, après, se dit, écoute, ça sert à rien, vous avez dévalorisé ma présentation, ma préparation au lieu de la valoriser. Donc nous on est là pour valoriser ça et pas pour se mettre en scène, voilà. Donc c'est une juste alchimie, voilà. Excuse-moi pour l'aparté, mais c'est quand tu as dit là, tu parlais de ta finale où t'avais. Oui, donc là c'était très compliqué et puis à un moment donné je dis bon bah c'est fini, je laisse tomber et en fin de compte en laissant tomber je dis dans le sens allez. Enjoy. Donc je me dis bon, je vais m'amuser. Donc j'ai commencé à sourire, pas rire, mais presque. Voilà, j'étais extrêmement décontracté. T'es devenu toi-même peut-être. Bravo. C'est ça. Bravo. Et in fine, donc le résultat est resté plus. On était une trentaine au départ. 10, 5, je suis encore là et le garçon Patrick Chauvin du Louis XV aussi. 5, 4, 3. On est encore tous les deux. Il a encore gagné et moi je suis 3, 2. Voilà. Et il l'annonce en deuxième position, il m'annonce comme étant le lauréat, donc premier chef de rang de France. Tout ça pour dire que lui il retourne au Louis XV, moi je repars au Carlton à Cannes. Et une semaine après, j'ai un coup de téléphone du Louis XV en disant Monsieur Courtiade, oui, vous avez gagné le concours, on vous veut dans l'autre équipe. Et voilà, donc c'est comme ça donc que... ça a été Oui. Ça a été pour toi un vrai déclencheur. Voilà, c'est ce que je conseille dans les écoles hôtelières quand je vois des jeunes. Oui. Je leur dis, essayez un jour ou l'autre de faire au moins un concours. De pas devenir forcément une bête à concours, d'être comme ça, voilà. Mais de faire au moins un concours. Ça vous permet de vous évaluer, de vous auto-évaluer, vous mettre un peu en danger, etc. Et puis pour peu que ça se passe bien, vous allez avoir un éclairage qui va propulser votre carrière, etc. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu un appel du Louis XV. Et le Louis XV d'Alain Ducasse, ça ne se refuse pas. Donc, quelques jours après, je déménageais et je commençais 3-4 jours après, au Louis XV à Monaco d'Alain Ducasse. On est fin des années quoi? Fin des années 80 là? J'ai 25 ans. 91, décembre 91, le 26 décembre 91, j'ai la date en tête, parce que le 25 je déménageais, le 24 je faisais la soirée de Noël à la Belle Otero au Carlton à Cannes. Donc j'ai eu un jour et j'attaquais le 26. Et mon arrivée a fait que ça a fait bouger les lignes aussi du Louis XV. Donc 3 mois après,
Alain Ducasse passe devant moi, il me dit non mais t'es qui toi? Bah, je dis je suis Denis Courtial, ça fait 3 mois que je travaille pour vous. Non mais le directeur pense que tu peux devenir le numéro 2. Je dis écoutez, s'il pense que je peux le devenir, moi je suis prêt. Voilà. Et c'est comme ça que je suis passé numéro 2 du Vickers à Monaco à 25 ans. Restaurant 3 étoiles, voilà. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais coché toutes les cases de mes projets, de mes objectifs, etc. Donc alors début des années 90, Monaco, c'est comment la clientèle, etc. Qu'est-ce que là, tu es à Monaco, la clientèle est monégasque, la clientèle est propriétaire du restaurant. Nous, à l'inverse d'autres restaurants, on avait les noms des clients qui étaient marqués sur le livre des réservations, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, et on les appelait pour savoir s'ils venaient ou s'ils venaient pas. Toi, c'est pas comme si tu voulais une table, tiens, j'appelle pour réserver. Non, eux, c'était automatiquement réservé. Je vais citer quelques noms, Michel Pastor, etc. Voilà. Et tu leur dis, Monsieur Michel Pastor, bonjour. Est-ce que vous venez ce samedi? Non, je viens pas. Bon, on libère la table. Voilà. Donc tu es à Monaco, tu es chez les Monégasques, donc voilà. Donc clientèle très très high level comme on dit, et une expectation, une attente de la clientèle qui est très très haut niveau. Ouais. Et le restaurant, c'est comme si tu mangeais Galerie des Glaces à Versailles, tu mangeais des couverts en vermeil, donc t'as des couverts en or. T'aimes ou t'aimes pas, hein, mais bon, c'est une expérience, c'est magnifique. Oui, Donc à toi d'être au niveau de tout ça. Mais après, tu t'aperçois assez rapidement que la nature humaine, elle est un peu la même partout. Donc, c'est pas parce que tu es au Louis XV que tu as la meilleure équipe, que tu as la meilleure philosophie, la meilleure ambiance. Voilà. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je suis arrivé en 91, j'étais très surpris de l'ambiance, de l'esprit d'équipe. Et pas d'esprit d'équipe. Enfin bon. Merci docteur. Et j'ai travaillé pendant 4 ans et je pense que les 4 années à mon époque où j'ai officié là-bas, on a créé quelque chose, on a construit quelque chose, etc. Et je suis en relation avec toutes les personnes qui ont travaillé à cette époque-là avec moi. Et on revient toujours au yin et yang que tu as fait tout à l'heure. Voilà, la construction, les relations, la bienveillance, le travail ensemble, etc. Bien sûr. Et donc un jour, Alain Ducasse m'appelle dans son bureau, me dit voilà, c'est fini pour toi, tu pars en Angleterre. Et je dis chef, non, moi l'Angleterre je connais, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Il me dit t'as pas le choix, c'est prévu comme ça. Et donc je me retrouve propulsé à Londres cette fois-ci sur l'ouverture d'un club qui s'appelle Monty's, Monte Cristo. Monte Cristo, pourquoi? Parce que le rez-de-chaussée, il y a un club, c'est un club privé, mais le rez-de-chaussée, c'est un magasin à cigares. Ouais, c'est ce que ça m'a fait penser tout de suite aux cigares, en effet. En sous-sol, il y a une discothèque très branchée, très voilà. Restaurant gastronomique au premier où Alain Ducasse est consultant, et un bar très anglais au 2e étage avec un salon privé. Siège Chesterfield. Exactement. Ah ouais. Et les project managers sont, en fin de compte, c'est des capitaux qui venaient des Émirats arabes, qui avaient engagé Andrew Young, qui est un project manager américain, Adam Tiffany, qui est un décorateur américain, et ils sont venus manger au Louis XV pour voir s'ils allaient solliciter Alain Ducasse comme consultant. Et ils ont vu le petit jeune Denis qui est officier comme ça. Et dans le contrat Alain Ducasse, ils ont dit on vous veut comme chef consultant, mais on veut le petit jeune aussi. Donc je les suis après. Tu les as marqués. Ils m'ont repéré. Et donc quand Alain Ducasse m'a demandé d'aller en Londres, il m'a pas demandé, il m'a ordonné d'aller à Londres parce que ça faisait partie du contrat. T'étais dans le truc, quoi. Voilà, donc j'ai pas de regrets puisque j'étais surpris et je pensais finir ma vie dans le sud de la France, j'étais bien. Mougins, Jean-les-Pins, Cannes, Monaco, il y a une espèce de montée en puissance. Donc j'avais mes repères, mes routines, etc. Et hop, c'est fini, je me retrouve à Londres. Donc un peu de dépression à un moment donné. Et puis une fois que j'étais sur le terrain à Londres, Londres c'est pas n'importe où quand même. Oui. Donc Stone Street, c'était très central. Et alors si on parle de ça, comment j'imagine que Louis XV c'était quand même plutôt à manager une équipe française. Londres, tu te retrouves avec quoi du coup, des Anglais à manager? En fin de compte, j'ai fait ce qu'on ne devrait pas faire. J'ai débauché toutes mes équipes de partout, tous les gens avec qui j'avais travaillé, avec qui j'avais des affinités, et je les ai fait venir à Londres. Ce qui m'a valu quelques courriers, quelques appels téléphoniques un peu. Quand tu dis qu'il faudrait pas faire, c'est vis-à-vis des boss des maisons. Mais après, c'est la loi du marché. C'est voilà. Donc moi, j'ai un projet à Londres. Parfois, ça me fait penser un peu, tu sais, à Mercato. Ouais, c'est ça. À une équipe de foot, tu te dis, voilà, moi, je suis l'entraîneur. Lui, il me plaît par rapport à ce que je veux, j'imagine, de mon équipe. C'est un peu ça. Puis quand tu commences à travailler avec des personnes, on échange, on apprend l'un de l'autre, on
apprend à se connaître, on tisse des liens, et nous, on passe du temps ensemble. Donc, ce lien, il est important. Ça va au-delà du contexte professionnel. Il y a de l'amitié, il y a de l'affection, voilà. Bien sûr. Et donc, quand tu as un projet qui était un projet important, parce qu'il y avait beaucoup de capitaux et clubs privés, voilà, un Ducasse, donc c'était pas n'importe quoi. Donc, j'ai voulu prendre les meilleurs. Donc, j'ai fait venir Eric, Olivier, et puis, j'imagine que quand tu es à ce niveau-là et que tu peux, entre guillemets, un peu te décharger parce que tu as confiance dans tes femmes et tes hommes, tu gagnes, ça doit te libérer un espace de ton cerveau. Tu dis, bah ça, je m'en inquiète pas parce que je sais que... Exactement. Ouais, c'est ça. Tu gagnes du temps sur le temps et puis et t'as les mêmes codes. Toi, tu rentres dans la salle, les personnes te connaissent, tu fais ça, ils ont compris. C'est ce que j'allais te... Alors que là, moi, j'ai vécu derrière moi il y a 3 ans un renouveau, on en parlera un petit peu plus tard, où ma brigade a été décimée. Je suis reparti sur 20 personnes, on n'était plus que 3, et donc tu réengages 17 personnes et qui savent pas pourquoi ils sont là, avec qui t'as aucune affinité. C'est compliqué. Ça doit être... C'est très compliqué. Donc là, t'as des Français. Donc j'ai des Français. On ouvre le club, c'est assez facile, à vrai dire. Beau prestige, belle clientèle parce que c'est un membership où les clients devaient payer pour pouvoir rentrer et consommer. Et la clientèle, le fait d'avoir que des serveurs français, comment elle le vit? Bah encore une fois, on a un métier, un Français qui te sert, c'est plutôt une bonne valorisant. Nouvelle. Voilà, c'est valorisant. Il a été formé dans les écoles hôtelières. Voilà, c'est un métier reconnu en France. Voilà. En Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt un job. Un job. Je fais ça pour gagner un peu d'argent, mais à côté, je fais des études, à côté, j'ai un métier, à côté, voilà. Nous, en France, on forme et on est professionnel et on est fiers de l'être. Ouais. Donc à Londres, on avait une très belle clientèle et en face, des Français. Le chef était français, Pierre Chedelin. Donc voilà, on ouvre le club, ça se passe très très bien, on est tout de suite performant. Et très rapidement, on apprend dans la presse qu'Alain Ducasse signe la succession de Joël Robuchon, qui est au 59 avenue Raymond Poincaré, qui avait son restaurant Jamin pendant de nombreuses années, qui en 94 décide de déménager, il fait 300 mètres et il va au 59 avenue Raymond Poincaré. Il tient ce restaurant pendant 2 années, et il annonce qu'il prendra sa retraite à 50 ans, et il s'y tient. Donc, il cherche un successeur. Je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui ait osé prendre la succession de Joël Robuchon, mais Alain Ducasse, qui est en place sur Louis XV à Monaco, officialise le fait que ce soit lui qui va succéder à Joël Robuchon, tout en gardant Louis XV à Monaco. Donc, c'est en 96. Donc, il officialise le fait que le chef ait plusieurs restaurants de haut standing, sans être pour autant à cuisine. C'est en 96. Ouais, c'est ça. Et tout de suite après, il vient à Londres pour pas se cacher, mais pour fuir un peu la presse et faire monter le buzz. Et là, il me parle, il me dit voilà, ce qui s'est passé entre Monaco et Londres va se reproduire entre Londres et Paris. Est-ce que tu es d'accord? Et bien sûr, je suis d'accord. Pour redescendre à Paris et prendre la direction de ce restaurant. Et à un moment un peu surréaliste, quelques temps après, je prends rendez-vous avec Alain Ducasse. Il me dit viens au 59, on fait les inventaires. Et j'arrive au 59 pour négocier mon contrat. Et on est 3 dans le bâtiment. Moi, je commence par moi. Suspense, Alain Ducasse et Joël Robuchon. Donc on est tous les 3, une demi-journée, et Joël Robuchon très méticuleux avec l'inventaire. Alors un verre, un deuxième verre, un petit pot d'olive. Et Alain Ducasse impatient. Mais voilà. Je te laisse avec lui. Et donc, je me retrouve avec Joël Robuchon à faire l'inventaire, etc. Donc, et à 16h, je dis, chef, il faut que je reparte à Londres. J'ai un dîner privé ce soir, machin, etc. Et donc, j'ai passé un moment avec ces deux génies, tu les appelles comment? Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'était un moment important. Et donc, après, je redescends sur Paris et on fait l'ouverture de ce lieu, 59 Poincaré, en juillet 96. Voilà. On obtient tout de suite 3 étoiles Guide Michelin, on a la chance. Une clientèle difficile, clientèle parisienne, une clientèle que je connaissais pas, des journalistes que je connaissais pas. Moi, j'étais plutôt sur l'international. Pourquoi tu la classe exigeante, beaucoup de concurrence à Paris. On passait après Joël Robuchon, cuisinier du siècle. Ouais. On faisait pas la cuisine de Louis XV à Monaco, cuisine méditerranéenne, on faisait une cuisine parisienne de notre point de vue, mais voilà, c'est... Et moi, j'arrive, j'ai 30 ans, et je récupère une brigade qui est de 20 personnes, qui est la brigade de Joël Robuchon. Ils sont 20 en salle, donc de 18 à 55 ans. Moi, j'ai 30 ans, donc tu peux dire que t'es au milieu, mais je sais pas si c'est... Oui, mais je disais, techniquement, ils connaissaient mieux les clients que moi. On avait Frédéric Anton, qui était seconde cuisine de Joël Robuchon, qui était encore là pendant 6 mois avec nous. Donc, il y avait Frédéric Anton qui était là aussi.
Donc c'était beaucoup de testostérone dans tout ça, beaucoup de challenge. Fallait pas se tromper. Alain Ducasse était au PASS pendant 6 mois. Il était au PASS de la cuisine, donc voilà, c'était très. Le PASS, c'est la liaison entre la cuisine et la salle. Comment tu qualifies C'est exactement ça. C'est un endroit crucial où il peut y avoir des tensions, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de tension, parce que c'est là où la cuisine, tous ces cuisiniers ont transmis leur message dans cette assiette qu'ils l'offrent à la salle, et la salle la prendre avec beaucoup de parcimonie, de souplesse, et avec le message que ça comporte, et aller le délivrer à la table du client. Donc voilà, c'est tout un processus qu'il faut pas négliger. C'est pas juste pour une assiette, tac, 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 tac. Et si le chef, une fois qu'il a fait sa réalisation, ça s'arrête là. Il transmet cette assiette, mais avec une attitude aussi. Voilà. Moi, j'ai vu des images d'Alain Chapelle. Il posait les assiettes sur les plateaux, et il prenait le plateau, et il faisait le premier geste de tendre le plateau au petit commis qui était là. Et style, tiens mon petit commis, fais attention, je t'aide dans l'effort, et tu vas apporter cette assiette en salle, et je compte sur toi pour que ensemble on délivre ce beau message. Alors que des fois, les chefs, ils vous posent des assiettes sur le pas, ils disent ouais machin, tu comprends rien, et puis. Voilà. Comment vous faites, 35e aparté, vous avez des briefings, parce que il y a une technique, un truc, tu disais, un message à faire passer dans l'assiette. Vous avez des briefings justement pour comprendre ce message-là et pouvoir comment vous faites? Moi, je dis toujours que chef, je suis ton premier et je suis ton meilleur client. Donc, t'as pas d'autre choix que de me faire goûter les assiettes à moi. Pourquoi moi? Je suis le responsable de salle, 30 ans de travail avec Alain Ducasse, 30 ans de dégustation avec Alain Ducasse. Fais-moi goûter. Tu dois avoir un palais, un poil affûté, hein. Il y a le palais, mais surtout les codes. Oui, c'est les codes. Alors, c'est quoi les codes? Vas-y. Les codes, par exemple, tu manges une très belle assiette, et puis il y a une feuille de chou, toi. Tu prends la feuille de chou, et puis tu dois la mâcher 4 fois avant de l'avaler, toi. 1, 2, un peu caoutchouteux. Tu dis, chef, c'est des bêtises, hein, mais tu dis, chef, tu veux pas la couper en 2, tac. Tu manges quelque chose, voilà, une bouchée, deuxième bouchée, et la troisième bouchée, c'est la même que les deuxièmes bouchées, que les 2 premières bouchées. Tu dis, c'est redondant, tu vois. Donc, est-ce que j'ai envie d'aller au fond de l'assiette ou pas, finir tout? Non. Vous êtes à ce niveau-là de détail. Aspérité, disruption, il faut quelque chose qui envoie, voilà, un kick, un petit truc qui, voilà, une petite érelle, un petit grain de poivre vert, tac, 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 donc, un truc. Ouais, il y a un vrai, oui, parce que, oui. Parce que nous, on regarde les clients manger. C'est ce que j'allais te dire. Tu es en contact avec le client, tu vois ce qui. Voilà, la forme, la couleur du plat, etc. Nous, on se projette avec l'assiette dans des ambiances feutrées où l'éclairage est moins. Enfin, c'est pas les noms de la cuisine. Ouais. Donc c'est une ambiance différente, etc. Donc je suis ton premier, je suis ton meilleur client. Fais-moi goûter tes plats, regarde-moi les manger, écoute mes analyses. Tu en fais ce que tu veux, mais écoute-moi. Voilà. Et si à 1%, tu prends en considération ce que je t'ai dit et que tu as transformé l'assiette, ça devient aussi un peu mon assiette. Et je te promets que cette assiette-là, elle a une durée de vie, mais ad vitam aeternam. C'est-à-dire que quand je vais poser l'assiette de mon client, c'est l'assiette du chef à 99%, mais un peu la mienne aussi, et je vais pas t'en parler de la même façon. Donc il faut que il faut que le chef me convainque. Quand je dis que c'est moi, et moi je dois convaincre mes équipes. Voilà. C'est ça le processus. Et si on fait pas ça comme ça, si on fait pas goûter aux équipes, si on n'explique pas les plats avec de la bienveillance, si on pense qu'en leur donnant des fiches où tout est écrit et récité comme des, voilà, ça ne marche pas. Parce que il faut s'approprier l'assiette, les goûts, les textures. Tu mets l'humain. Pourquoi j'ai fait ça? Dans la cohérence de la carte, parce que c'est pas un plat qui est sorti comme ça, c'est un plat qui est dans une cohérence de carte, dans une histoire de chef, dans une histoire de lieu aussi. Donc c'est très complexe. Et est-ce que tout ça, ça répond à l'attente du client à l'instant T? Pas forcément. Donc le client, ok, il veut bien, voilà. Mais il aime pas ça, est-ce qu'on peut le changer? Chef, retire-moi ça, etc. Est-ce que quelqu'un il est là pour passer un grand moment ou pour se nourrir? Tu as des clients aussi qui sont juste là pour manger, pour se nourrir. Voilà. Et qui veulent quelque chose de plus simple, qui veulent, voilà, parce que ils ont juste faim et pas vivre l'expérience. Donc tout ça, il y a le message du chef et il y a le ressenti du client, l'attente du client, etc. Et donc c'est là le... Ouais, c'est captivant, hein, c'est captivant parce que... Si t'es là-dedans. Oui. Maintenant, tu peux être aussi, tu vas au bouillon chartier, t'es aussi très bien servi, tu manges très bien, c'est pas cher, tu passes un bon moment. Non, mais évidemment. On te pose l'assiette. Là, on se parle d'un niveau et d'un style d'établissement qui est. Si le serveur, il a 2 secondes à t'accorder, mais il peut le faire, mais voilà, c'est suffit aussi, hein,
Tu ne demandes pas la même chose quand tu vas effectivement au Plaza ou au Bouillon Chartier. Et après, voilà, derrière tout ça, il y a aussi une marque, une signature, un savoir-faire de la salle. Quand tu vas dans un lieu, tu vas pour la réputation d'un chef, tu sais que tu vas bien y manger, voire tu as vu des plats sur Internet ou des plats que tu as déjà goûté que tu veux regoûter, mais tu as aussi une signature de service, un accueil, etc. Et tu y vas aussi pour ça. Donc voilà, c'est les deux qui sont aussi importants. On en parlera après. On parlera de ta signature de service. Allez, on retourne chez donc Aix, là, voilà, on arrive au 59 points carrés. Oui. Donc on a la chance d'ouvrir donc maison très difficile sur étage, accueil au rez-de-chaussée, restaurant premier étage, 3 salles de restaurant, 3 ambiances, cuisine au 2e étage, youhou, pâtisserie au 3e étage, youhou. Donc beaucoup de tension, beaucoup de pression, etc. Il n'y a pas de techno, mais c'est combien de pas par jour C'est monstrueux. Ils remontent par l'ascenseur, les garçons, ils descendent par les escaliers avec les plateaux, ils passent dans l'office. C'était une maison très compliquée, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. Mais dans celui-là, on va rencontrer un monsieur qui s'appelle François Delay, qui est le directeur général de l'hôtel du Parc, l'hôtel mitoyen. Okay. Et 4 ans après... au 59 points carrés, François Delay est repéré par les instances du Brunei qui sont propriétaires du Plaza Athénée et demande à François Delay de venir prendre la direction du Plaza Athénée 1999-2000 et François Delay demande à ce qu'Alain Ducasse l'accompagne. Voilà, c'est pour ça que je parle de François Delay. On l'a rencontré à ce moment-là en 96. Il est le directeur général de l'hôtel du Parc. Il est repéré, il se déplace au Plaza Athénée et il demande à Alain Ducasse, après 4 ans de bon service dans ce 59 points carrés, de le suivre, de l'accompagner, de le rejoindre. Et on arrive au Plaza Athénée avec Alain Ducasse et on ouvre le restaurant le 25 septembre 2000 avec en cuisine, en tant que seconde cuisine, Jean-François Piège. Ouais. Alors une petite anecdote, on est dans le pire en casting. Hein. Voilà, on est dans le bureau au mois d'août, on est tous les trois avec Jean-François et Alain Ducasse. Et Alain Ducasse, non mais Jean-François, tu seras prêt quand pour ouvrir le restaurant? Et Jean-François, je serai prêt le 25 septembre. Non mais d'accord, ok, d'accord. Et là, on sort du bureau avec Jean-François, et je dis, Jean-François, tu sors cette date, tu la sors d'où cette date? Il dit, c'est la date de mon anniversaire. Ah, mais j'ai été trop fort. Donc, voilà, maintenant, je sais que Jean-François est né le 25 septembre, et on a ouvert, effectivement, le restaurant le 25 septembre, avec Jean-François Piège. Donc, on a œuvré pendant 4 ans avec Jean-François. Jean-François nous a quittés pour le Haut-Crillon. Oui. Il a été remplacé par Christophe Moret pendant 6 ans. Christophe nous a quittés à l'époque pour aller chez Lasserre, Shangri-La, maintenant il est au Crieur. Remplacé par Christophe Saint-Agne, le fameux Christophe Saint-Agne, vous savez. Pendant 3 ans. Oui, alors oui, voilà. oui, bien sûr. Non, parce qu'on a fait une émission, on a fait avec Christophe et son épouse Laura, on a fait une émission il y a quelques mois. Ouais. Et donc ça nous emmène 3 ans avec Christophe Saint-Agne, ça nous emmène en 2013. 2013, de l'autre côté, le Plaza Athénée va fermer pour 11 mois de travaux, d'agrandissement, de rénovation. Le Plaza Athénée fait partie d'une société qui s'appelle la Dorchester Collection, qui possède aussi le Meurice. Le Meurice, depuis 6 mois, depuis le départ de Yannick Aleno, il n'y a plus de chef dans les cuisines du restaurant gastronomique. Nous, on ferme, on a toute une équipe gastronomique qui va être mise de côté. Et au Meurice, il n'y a pas cette équipe-là, donc Alain Ducasse déplace ses équipes et on va ouvrir avec Alain Ducasse au Meurice en septembre 2013. On obtient tout de suite 3 étoiles Guide Michelin. Et arrive la rouverture du Plaza Athénée. Et Alain Ducasse nous dit, bah voilà, toute notre philosophie parisienne depuis 96 jusqu'à 2013, et maintenant au Meurice, les arts de la table, la philosophie culinaire, Christophe Saint-Agne. Donc ici, on va repartir à zéro. De nouveau, on refait un décorum. De nouveau, on a un nouveau chef qui s'appelle Romain Médère. Et là, Alain Ducasse nous demande de travailler sur la philosophie de la naturalité. Cette cuisine, sur cette trilogie, cuisine autour des poissons, des légumes et des céréales. Donc, quelque chose de très radical. Plus de viande sur la carte. On a retiré les nappes sur les tables. Donc, on a mis en l'air tous les codes de cette haute gastronomie pour en inventer d'autres. Et pour dire qu'on peut aussi manger sur un très beau plateau de chêne de 200 ans d'âge qui a été gainé en dessous avec la sellerie de voiture en cuir, etc. Donc voilà, raconter une nouvelle histoire, raconter une autre histoire, etc. Et pareil pour la cuisine, demander à Romain Médère de travailler la moelle épinière d'esturgeon, de travailler le concombre de mer, l'anémone de mer, voilà, de faire des sous-cuissons, c'est pas rose à l'arête, mais c'est cru, tiède, etc., etc. Donc c'était une histoire pour toi aussi, du coup, ça veut dire tout réapprendre en termes de cuisine, etc., quelque part, non? Comment exactement, c'était un nouvel Everest. C'est ça. Une nouvelle conquête, une nouvelle direction et une nouvelle ascension.
Et je dirais que pendant un an et demi, on a été chahuté pour imposer cette vision, cette philosophie. Mais on était, à partir du moment où on accepte de rester, on accepte de partir sur le projet, bah on s'y tient. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on part ensemble, on arrive ensemble. Donc il y a personne qui sort en cours de route. Non, on ramène tout le monde et on objective tout le monde et dans la même dynamique. Et ce qui nous a permis de toujours gagner nos combats et on peut dire qu'on a créé une philosophie culinaire, on a créé un style de service aussi autour de ça, un art de la table incroyable. On a toujours mis en harmonie le contenu et les contenants. Donc il nous a fallu nous dépasser, travailler des matériaux, le bois, la laque, le marbre, le béton, le cuivre. On utilisait tout matériau. Et donc pour nous, il a fallu réinventer un discours de salle pour expliquer aux clients que vous arrivez à la table du client, on l'avait symbolisé avec une assiette de présentation qui souhaite la bienvenue et un verre pour l'hospitalité. À peine le client était assis, qu'on lui servait une boisson, mais il n'y avait pas la serviette, par exemple. Et parce que on s'était dit que vaut-il mieux apporter une serviette à l'instant T quand le client s'installe, lui donner voici c'est votre serviette, plutôt qu'avoir une serviette qui est là de façon anonyme posée sur la table, qui a pris la poussière, etc. Donc voilà, on avait tout réfléchi comme ça. Pourquoi mettre des couverts sur table? Parce que souvent ces couverts-là ne servent pas, on va les retirer, donc on ne mettra pas de couverts, etc., etc. Donc nous aussi on a dû se remettre en question sur tout le séquentiel de cet art de la table, de ce service, etc. Comment elle le prend, cette clientèle-là, au début, justement, cette nouvelle proposition? Alors, comment elle le vit? Il faut un peu l'éduquer, mais je me suis permis de donner un conseil à Alain Ducasse. Je dis, chef, la prochaine fois que vous avez un aussi grand changement à faire, envoyez quelques pièces du puzzle au client. Envoyez un morceau de moquette, un morceau de table, une petite recette, un morceau de rideau, etc. pour les imbriguer dans le changement. Là, on n'a pas fait ça. On a fait un effet d'annonce dans les médias. Mais quand les clients sont arrivés et on nous a ouvert la porte, alors ils m'ont reconnu. Ah, vous êtes là, très bien. Et quand ils sont rentrés à ça, ils avaient perdu leur repère. On a des clients qui viennent quand même toutes les 2 semaines. Toujours la même table, toujours le même chef de rang, voilà. Là, on avait bousculé leur repère, voire complètement bousculé leur repère. C'est comme si tu rentres chez toi et t'es chez toi, mais on a changé les pièces, on a bougé les meubles, on a changé les peintures. Donc, ça demande toi, tout de suite, tu te rétractes. Ouais, tu dois crisper. Et nous, dans notre métier, si t'as quelqu'un qui arrive et hop, c'est fini. Première impression, c'est fini. Donc, t'as beau après essayer voilà. Donc, ces clients-là, voilà, ceux que je connaissais tout de suite, gros câlin, etc. Ceux que je connaissais pas, écoutez, je vous donne ma carte de visite. C'est vraiment un gros câlin? Non, vraiment. Si. Tu peux avoir ce niveau-là de proximité. Oui, mais je suis. Non, mais je suis très pénétrant, très irradiant. Je suis très généreux, voilà. Donc savoir ce que le client, il va lui manquer pour le détendre, pour le voilà. Et ceux qui n'ont pas compris la première perception, je leur donnais ma carte, je dis écoutez, donnez-nous une deuxième chance quelque part. Je donne ma carte, je ferai en sorte de mieux vous accompagner la deuxième fois. Et s'ils venaient une deuxième fois, ils allaient revenir une troisième fois. Donc il y a eu tout un travail de conquête et reconquête de notre clientèle. Et alors juste, une aparté, mais il y a 2 kilomètres d'écart entre le Meurice et le Plaza, Vol d'Oiseau? Très bonne question. C'est 2 clientèles qui n'ont rien à voir? Alain Ducasse me dit, si les clients n'aiment pas ce restaurant naturalité, tu les envoies au Meurice. C'est notre cuisine d'avant. Vous n'aimez pas? Allez au Meurice. Vous n'aimez pas? Allez au Meurice. C'est dans le cahier des charges. Et dans ma tête, je me suis dit, non, je fais pas ça. Vous n'aimez pas le restaurant? Ah non, s'il vous plaît, je vous donne ma carte, s'il vous plaît. Revenez. On fera mieux. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et ce qui nous a permis de pas sombrer. Et au contraire, parce que nous, on regardait par les fenêtres, on voyait le Meurice avec la viande, avec notre cuisine d'avant, les grandes bouteilles de vin rouge, le restaurant était plein, ils avaient 3 étoiles au guide Michelin. Tu dis à un client, vous n'aimez pas aller au Meurice, tu le revois plus jamais. Dans l'idée, c'est quand même le restaurant d'Alain Ducasse au Meurice. C'est-à-dire que notre proposition ne leur correspondait pas, mais on voulait pas le perdre. Et on disait, allez au Meurice, vous allez retrouver l'ADN d'Alain Ducasse parisienne, et voilà. Et tout ce que vous avez mis avant et maintenant au Meurice. Ici, ça va être différent. Non, mais pour le groupe, tu le perds pas. Mais toi, pour le Plaza, c'est pas dit que. Pour le Plaza. Et puis à titre personnel. C'est ça. Si toi, c'est un échec. C'est ça. Voilà. Et si je travaille dans un restaurant, il y a personne. Parce que malgré tout ça, on a beau
il y a quand même un aspect commercial à tout ça. C'est quand même qu'une prestation commerciale rencontre un client acheteur. On est quand même là, malgré tout. Alors après, une fois que... C'est pas une association, on est là pour... Bien sûr, évidemment, évidemment. Si ton restaurant est vide et qu'on est 40, 20 en salle et 20 en cuisine, ça dure pas très longtemps. Il y a un moment, il va... Voilà, donc, voilà, malgré tout, voilà. Et donc, tous ces clients-là, qui étaient des clients... Alors, ce qui était rigolo, c'est des clients qui étaient presque amis avec moi. D'un seul coup, ils ont été tellement choqués qu'ils se sont devenus très raides. Et ils sont passés du tutoiement au vouvoiement, de la bise à éventuellement une poignée de main, voire rien. Et il a fallu... non, c'est très perturbant. Ah, puis toi, tu dois le sentir du coup tout de suite, quoi. Tu dois voir tout de suite qu'il se passe un truc, quoi. Comme si on repartait à zéro. À zéro. Et voilà. Alors que moi, j'ai un travail à longue haleine sur mes clients et voilà, on raconte une histoire et on va un peu plus loin la fois d'après, encore un peu plus loin et un peu plus loin. Et là, on repartait à zéro et c'était très difficile. Mais on a passé cette étape-là et on est sorti gagnant. Ah, Oui, alors, comme je dis, c'est pas qu'un restaurant, c'est beaucoup plus. On était à l'époque l'image d'Alain Ducasse, le plus grand chef du monde, dans un palace parisien, avec beaucoup de concurrence autour. Donc, bien sûr. Oui, il faut remettre en perspective. On est dans un palace, on est dans un des plus beaux hôtels au monde, avec le chef, bien sûr. Et puis la clientèle d'hôtel, qui est une clientèle plutôt traditionnelle, qui avait ses habitudes. Là, on les avait un peu perdus. On avait une autre clientèle. Parce que quelqu'un qui loge au Plaza, il dîne au Plaza. On l'envoie pas dans un autre. L'idée, c'est que tous les points de restauration, toutes les animations de l'hôtel font en sorte que le client reste à l'hôtel. Il va aller au bar parce que c'est très récréatif. Il va aller au Relais Plaza parce que c'est la brasserie chic. Il va aller sur la Cour Jardin parce que c'est l'été, il est dehors. Voilà, avoir une telle diversité de points de restauration, de lieux. Fait que le client reste chez nous parce que tous les soirs il vit quelque chose de différent. Donc, ouais, je comprends. S'il part à la concurrence, bon, c'est pas un échec, mais bon. Ouais, je comprends. Mais je dirais que la cuisine qu'on fait actuellement au jour d'aujourd'hui attire beaucoup plus la clientèle de l'hôtel. Une cuisine plus classique, plus bourgeoise, plus française, des plats en sauce, de la crème, du beurre, des brioches, des feuilletages. Et la clientèle hôtel dit classique, traditionnelle, dans un hôtel comme le nôtre. On a maintenant 3-4 tables tous les soirs de l'hôtel qui viennent dîner au restaurant. Alors qu'à l'époque, Naturalité, c'était une table tous les soirs et encore. Et alors, j'espère que ça m'arrivera un jour, mais je dors à l'hôtel. Je peux avoir une table pour le gastro le soir ou c'est Les clients de l'hôtel sont prioritaires. D'accord. Donc un client qui souhaite une table, on peut pas lui dire non. Parce qu'il va dépenser une certaine somme, il est là depuis un certain temps, priorité à l'hôtel. Puissance de frappe, c'est l'hôtel, voilà, il veut une table. Donc à nous de nous débrouiller. Et on se débrouille toujours. On garde toujours une table de côté. Donc, si vous voulez être sûr de dîner au restaurant, allez d'abord à l'hôtel. C'est un petit tips. Je donne des astuces. Je suis là aussi pour ça. C'est malin, non? Ok. Donc, du coup, il faut quoi? 15 mois pour que vous arriviez comme ça à force Naturalité, oui. Le guide Michelin a donné 2 étoiles à ce restaurant. Et l'année d'après, a redonné la 3e étoile. Je pense que ils ont pas enfin compris, mais ils ont compris qu'il y avait une dynamique. Je pense que, encore une fois, moi, je suis persuadé que ce n'est pas que la cuisine, c'est un tout. Si le restaurant est dynamique, s'il est bien tenu, s'il est harmonieux, si le décor tout va dans le bon sens, et qu'on s'installe à table et qu'on est bien accueilli et que les assiettes sont posées de la bonne façon avec délicatesse et avec le bon personnel, etc. Tout ça emmène vers la 3e étoile. Et donc, dans cette dynamique-là, avec la cuisine qui commençait à trouver ses repères, etc., le guide Michelin a redonné 3 étoiles à ce restaurant. Donc, ce qui prouvait qu'on était on était sur le bon cheminement et que les personnes en place ont travaillé de la bonne façon ensemble pour arriver à ce résultat et on partait vraiment de loin. De loin. Oui. Mais dans une carrière professionnelle, c'est vraiment une expérience. Donc c'est. Toi, t'as dû, ça doit être à la fois pas compliqué, mais je veux dire, t'es face à quelque chose que tu découvres et à la fois ça doit être captivant, quoi. Je me rappelle des essais. Au début, on faisait des essais au Meurice puisque la cuisine était ouverte avec Christophe Saint-Agne et Romain Médère. Et en fin de compte, ils ont eu l'intelligence de se dire, mais j'ai l'impression qu'on est en train de s'écouter et voire même de se copier l'un et l'autre et d'échanger nos visions. En fin de compte, nous, on voulait quelque chose de radical. Et ils ont décidé de plus voir.
Non, mais c'est intelligent quand même. C'est fort parce qu'en fin de compte, à deux, on était plus fort, mais le plus fort, c'était de se jeter comme ça. Et on s'est retrouvé vers Clichy. On a loué un bâtiment avec une cuisine indépendante. Et j'ai eu l'occasion d'être, je pense, le premier client. J'avais 5 cuisiniers qui travaillaient dans une cuisine. Et moi, j'étais assis dehors, là, sur la terrasse. Et ils m'ont fait goûter tous les plats. Et j'ai pris des notes, etc., etc. Et je t'expliquais tout à l'heure, j'étais ton premier et ton meilleur client. Oui, bah oui. Et Romain Médère l'a parfaitement compris. Et cette démarche-là, mais j'étais accro à la naturalité à 200%. Et je lui ai fait mes commentaires. Tu sais, t'as fait un homard melon. Ah là, c'est la question que j'allais te poser. Toi, en tant que tes souvenirs de premier client, t'as dû être aussi hyper pas bouleversé, mais au moins surpris, non? T'as dû faire waouh, c'est. La clientèle a été tendue. La clientèle était tendue. C'était un combat. On commençait le service, c'était un combat. Il fallait voir quelle table allait vouloir combattre, et il y en avait beaucoup. Et donc, c'est quoi un combat? Vas-y, explique-nous un combat, c'est-à-dire qu'un client, il arrive, il met la main sur la table comme ça, il y a pas de nappe, donc tu as compris que ça le dérangeait. Un autre client, il prend la serviette du restaurant, il la pose sur la table pour faire comme s'il avait une nappe. Un client, tu lui dis, vous savez, le poisson, il va être juste cuit. Vous aimez rose à l'arête? Ah oui, c'est comme ça que je le mange. Oui, mais nous, c'est en dessous. Alors, soyez pas surpris, il va être ferme, juste cuit, tiédi. Et on va vous mettre un couteau à viande pour couper le poisson. Donc, vous allez avoir de la mâche, hein. Donc, mettre des images. Et le client, je passais à côté de la table, il dit, ah oui, il nous avait prévenu, voilà. Et donc, je les avais prévenus, ils vivent l'expérience. Et ça allait mieux, mais voilà. Mais il fallait donner les clés, les clés de la compréhension. Ouais, c'est ça. Il faut les éduquer. Hein. Il faut les éduquer beaucoup pour que ils adhèrent au projet. Voilà, mais sans leur donner des leçons non plus, parce que non, bien sûr. T'as le maître d'hôtel qui est là et qui te raconte. Alors vous allez mâcher 3 fois, mettez de la sauce, revenez là, c'est insupportable. Mais tu vois, donner 3-4 clés, soyez pas surpris, voilà. Et tu t'en vas, tac, comme ça. Et le client, j'ai pu entendre quelque chose et puis ah oui tiens. Oui, c'est. Ouais, ça doit être. C'était très prenant. Ouais, c'est ça. Et toi, donc, à Clichy, sur la petite terrasse, là, la première fois que tu goûtes au plat, qu'est-ce que t'as ton cahier de notes? Qu'est-ce que tu te dis? Je prends des notes sur tous les plats. Je me rappelle d'un homard melon. Je dis c'est très frais, c'est très bon, c'est l'été, etc. Mais je dis fais attention Robin parce que le melon c'est pas quelque chose de noble à mon sens et le homard c'est au contraire quelque chose de noble et on a tous des repères sur le homard et grillé sur la plage c'est le meilleur moment où tu manges le homard, t'en as plein la bouche, etc. Donc mélanger le homard melon comme ça, si tu le fais en amuse-bouche et que tu l'offres à tes clients pour avoir quelque chose de disruptif un peu différent, ça peut être rigolo. Mais si tu le sers en entrée ou en plat et c'est facturé 100 €, 150 €, 180 €, méfie-toi parce que tu vas te heurter à des puristes. Donc voilà, moi, je représente des centaines de clients, des milliers de clients de comportements, d'attitudes, de ressentis, voilà. Et voilà. Parce qu'encore une fois, vous êtes là pour avoir un taux de remplissage, gagner de l'argent, etc. Et donc, toi, tu arrives à peut-être à te projeter et à voir ce que le client pourrait aimer ou pas, c'est ça? Et surtout, voilà, qu'il aime ce qu'il commande. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et qu'il y a le juste rapport qui a été pris. Parce que si tu lui fais pas la bonne proposition, si tu l'écoutes pas, voilà, et qu'il a un plat qui ne lui convient pas, il va devoir quand même le payer quelque part. Et il va partir insatisfait et il reviendra pas. Donc moi, je joue pas avec ça. Je me souviens de Christopher Coutenceau qui nous avait dit ça quand il reprend le restaurant de ses parents à La Rochelle, il dit il faut mettre en perspective qu'on est à La Rochelle. Ouais. Il venait de Bully, El Bulli en Espagne, il dit on est à La Rochelle, je peux pas faire El Bulli à La Rochelle, exactement. Je dois avoir en tête que j'ai une typicité de clientèle qui font qu'ils vont attendre quelque chose, une proposition, et exactement. Je dois aussi avoir ça en tête. Quoi. Exactement. Ouais, je comprends. Parce que les gens viennent pas tous les jours, venir au restaurant, ça a un coût, et on n'est pas là pour jouer. Le chef qui dit tiens on va essayer. Je dis non on va pas essayer. Voilà. Tu le fais en amuse-bouche si tu veux. Tu le fais comme ça en version offerte comme ça. Le client va goûter, va faire ses commentaires et tu vas savoir si. Tu remontes toi les commentaires des clients tout le temps, tout le temps. Ouais, non, on fait que ça. Ouais. Mais tout de suite, tac, tac. Parce qu'on est dans le résultat final. Le client sort, c'était bien ou c'était pas bien. C'est pas le homard était bon, le service était mauvais. Non, c'est un tout. Donc avec le chef, on est très complice, Anthony. On se regarde, on s'explique, on se dit les choses, etc. Là, il y a un élément en trop, là, attention, etc. Voilà. Tout le temps. Et quand un client fait un commentaire, bon. Donc, moi, j'ai ma propre vision du plat, etc. Le chef m'a écouté, il m'a pas écouté. Bon. J'ai ma vision. Un commentaire, un deuxième commentaire, c'est déjà un peu trop.
Et s'il y en a éventuellement un troisième qui arrive, je dis chef, faut changer, machin. Le message n'est pas reçu comme on veut. Okay. Tu penses que c'est le bon message, mais il n'est pas perçu comme il faut. On n'a pas la bonne clientèle pour ça. C'est pas le bon moment. C'est trop cher. C'est trop copieux. Trop voilà. Et un plat ou un truc qui ne passe pas à une période peut très bien passer 8 mois, 10 mois, 1 an après. Après, on commence à avoir des croyances sur le plat que c'est pas le bon plat, c'est pas, voilà, ça nous est pas destiné, ou même si on l'a fait évoluer, non. Et alors, ma 38e aparté, tu parles de clients, etc. Tu sais, toi, tu reconnais un quelqu'un du Michelin quand il vient, tu sais ou? Il faut lire pour vous servir. Il y a un passage, un chapitre. Sur le guide? Oui, alors il y a plein de. Alors eux, ils ont leur code. Donc toi, t'arrives à reconnaître les codes? Moi, c'est mon métier. Donc, je dirais pour celui qui nous écoute, de se dire que dès qu'il va ouvrir la porte du restaurant, s'il attend 20 personnes, il attend 20 personnes du Michelin. Voilà. Tous tes clients sont des inspecteurs du Michelin. Voilà. Donc après, à toi d'aller à chaque table, à chaque client de chaque table, et de lancer des messages, de voir, voilà, et tu te dis, bah, c'est pas eux à la 6, c'est pas eux à la 5, c'est pas eux à la 8, c'est pas eux à la 9, et je me concentre sur les 2-3 tables qui me semblent être potentiellement, voilà. Tu vas voir le sommelier, tu vas voir le chef de rang, voilà. Ils ont des attitudes de table, ils ont un discours de table, ils ont des codes. Et après, tu resserres ton champ d'action, tac, tac, tac. Et après, il y a tout ce qu'il y a derrière, que je te raconte pas, qui nous permet Et donc, dans ce livre-là, je te raconte l'anecdote de Romain Méder quand on a ouvert Naturalité. Oui. Je lui dis, Romain, je pense que la table 8, c'est 2 inspecteurs du Michelin. Il m'a dit, oh non, ça, déjà, le stress, d'un coup, il devient tout blanc. Parce que là, c'était combien de temps après l'ouverture? 1 semaine après, 10 jours après, j'ai plus le temps, mais c'était très court après. Ouais. Et il me dit, ah bon, mais comment tu fais pour la reconnaître? J'écoute-moi, c'est pas le sujet, on fait attention à cette table-là, etc. Une demi-heure après, arrive une autre, enfin, il y a d'autres tables arrivent, mais arrive un couple. Oh, je dis non, pas lui. Donc lui, c'était, je ne savais pas son nom, mais c'était Michelin Europe. Il vient manger avec sa femme, là. Et je vois Romain, je dis, écoute, tu vas pas me croire? Tu vas pas me croire? Parce que moi aussi, je suis surpris. Il y a 2 tables Michelin dans le restaurant. Il me dit, non, c'est pas possible. Alors là, il était plus blanc, il était vert. Et donc, on fait attention à tout ça, etc. Voilà, on fait comme d'habitude, on fait le job et ça. Et je sors du restaurant, et là, je vois Juliane Caspar, qui était la numéro 1 du Michelin il y a quelques années, il y a pas longtemps. Je dis, ah bonjour, je suis en train de déjeuner au Relais Plaza. Ah, je dis, voilà, j'appelle tous les chefs, je dis, bon là, il y a une descente, là, ils sont partout. Et après, ils sont allés tous se retrouver en galerie, parler ensemble, etc. Donc voilà, on les avait repérés. Mais il y a des fois, on les repère pas. Des fois, il y a une table de 4, il y avait 3 Japonais et 1 Européen. Donc la dernière fois, il y a 4 Belges, 4 inspecteurs belges. Voilà. Donc voilà, donc on le sait après, soit il se présente, voilà, donc ça quand c'est à la fin du repas, quand c'est une inspection officielle, il se présente, voilà, Michelin, etc. Okay. On veut voir les cuisines, voir le chef, on vous parler, voilà, voir la carte du restaurant. Donc sinon, voilà, on le sait après. On le sait après, parce qu'entre restaurateurs, on peut aussi échanger. Tiens, en fait, voilà. Ah ouais, donc il y a aussi cette épée de Damoclès là quand tu es dans ce type d'établissement, quoi. Bah, enfin, c'est pas une épée de Damoclès, mais c'est un facteur à prendre en compte. Oui, ça fait. Alors, et puis une anecdote là, quand j'avais 14 ans, 15 ans, dans ce livre. Donc à retrouver dans ce livre, l'anecdote. Dans ce livre. Je vais faire le téléachat. À retrouver dans ce livre. Donc c'est tous les bons libraires. Oui, ou sur Internet. Ou sur Internet. Voilà. Je suis chez mon papa et il y a un monsieur qui vient manger tout seul et puis après il s'en va et puis il revient vers 16h. Il dit bonjour inspecteur Michelin, monsieur Lamberton il s'appelait, inspecteur Michelin, tac tac tac, machin ça. Le lendemain, je pars travailler à l'auberge du Templier. Et je dis à mon maître d'hôtel, je dis au fait, il y a le Michelin qui est venu chez mon père, il s'appelait monsieur Lamberton, etc. Elle me dit, ah bon, ça. Et bien, on va regarder les réservations. Et on avait un monsieur Lambert, un couvert à déjeuner. Ils me disent, tu te mets derrière le bar, tu le vois arriver, et tu nous dis. Si c'est lui, et toi, tu t'en vas, on veut pas te voir, surtout. Il arrive, je suis lui. Ça m'a valu. Donc après, ils avaient mis des nappes en cuisine, sur le pass, machin, super service. Un billet de 500 francs à l'époque, des cadeaux. Un remerciement et tout. Bah, génial, génial. Donc la veille, il était chez mon père, et incroyable, le lendemain, il était où je travaillais. Mais c'est avec le concours des circonstances. Donc voilà.
Donc reconnaître le Michelin avant même que ça soit, bon voilà, pour des établissements comme ici, c'est grave. C'est grave. Ouais, c'est ça. Après, ça aussi déclenche autre chose. On peut surjouer, et puis ça peut créer des tensions. Oui. Ça peut, voilà. Donc, il faut faire très attention à ça, en fin de compte. Le dire au chef, mais pas le dire à trop de monde, etc. Voilà. Il faut savoir à qui on le dit. Même pas forcément au chef de rang, le dire au maître de telle clé qui va superviser le chef de rang, voilà. Que ça reste. Là, ça me fait penser à une question que j'avais envie de te poser. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui va faire le service sur être soi-même? C'est quoi le truc pour toi qui te semble être le plus important? Voilà. Il y a quand même beaucoup de techniques et de savoir-faire. Donc déjà, maîtriser les techniques et les savoir-faire. Alors c'est sûr, c'est un apprentissage permanent dans le temps. Chacun a sa technique, donc on apprend de tout le monde. Hein. Il n'y a pas une façon de découper un poulet, il y a plusieurs façons. Mais voilà, on apprend de tout le monde et après on s'approprie et on a son style de découpage, sa façon de faire, etc. Donc une fois que on maîtrise les découpages, les préparations, les techniques, c'est plus ennuyeux, c'est pas embêtant. Donc on peut après développer sa personnalité. Donc développer sa personnalité. Encore une fois, c'est ce que j'explique dans le livre. Je l'explique. Enfin, je l'ai pas fait comme ça, mais c'est ce qui me vient quand j'analyse ce livre. Je suis personne, je deviens une personne, je crée un personnage et je deviens une personnalité. C'est-à-dire que quand je suis personne, c'est quand je commence l'apprentissage à 16 ans jusqu'à 25 ans au Louis XV. Je suis personne, je suis un ouvrier, je suis un serveur, je suis un employé, je travaille dans une équipe avec un dirigeant, etc. À un moment donné, on me demande d'être responsable d'une équipe. Donc, je suis moi, avec le mélange de tous ces gens qui m'ont appris mon métier, et donc je deviens une personne. Donc parce que quand tu es manager, tu dois avoir une personnalité, tu dois avoir un style, un savoir-faire, etc. et le montrer. Donc je suis le mélange de tous ces gens qui m'ont appris mon métier. Guy faisait des super découpages, Patrick il avait beaucoup d'humour, Monsieur Jacques faisait des trucs un peu comme ça, mais c'est intéressant, voilà. Donc voilà, j'avais appris de tous ces gens-là, j'étais un mélange de tout ça, et après je rajoute ma personnalité, mon moi, ton caractère, toi quoi, et je deviens une personne. Et dans le temps, on est aussi des animateurs, des ambianceurs, ce que tu veux, et on se doit aussi d'animer des salles de restaurant. Donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Bisouman. Je fais beaucoup de choses dans le restaurant. Bisouman, je n'osais pas en parler de Bisouman. C'est une longue histoire. Mais ça, en plus, on va revenir sur Christophe Saintagne, parce qu'un jour on s'est dit, bon, on se fait un bisou, donc on s'est fait un beau bisou sur la joue, et on a publié ça sur les réseaux sociaux. Ouais. J'allais dire les restos sociaux. Ouais. C'est marrant. Les réseaux sociaux, en mettant une légende, la complicité entre la salle et la cuisine existe, etc. Et on a créé, j'ai créé ce personnage de Bisouman, et de fil en aiguille, j'en suis à 200 bisous avec des personnes illustres, et voilà, même des clients qui veulent leurs bisous. Voilà, j'ai un mur de bisous. J'ai à Tabula, le journaliste qui s'est mis là-dessus et qui a dit, mais c'est quoi cette histoire, etc. Donc, il a fait un article. Bon, bref. Donc, j'ai créé un personnage. Donc, je suis personne. Je suis une personne, je crée un personnage, et ça t'emmène à pourquoi je suis là face à toi aujourd'hui, à devenir une personnalité. C'est-à-dire que ce que j'explique aussi dans les écoles hôtelières, il ne faut pas chercher à devenir une personnalité. Si tu cherches, tu t'es trompé de chemin, tu pars dans la dark side, du mauvais côté de la vie, mais ça t'arrive quand tu reçois une invitation pour aller au Polo Club, boire une coupe de champagne, ou aller à Roland-Garros, boire un verre de Perrier. C'est parce que tu es devenu une célébrité. Donc voilà, ça arrive naturellement si t'as fait bien les choses et dans le bon sens. Ouais, mais ça veut dire que ta clientèle est aussi attache autant d'importance à la salle, aux personnes qui sont en salle, que dans l'assiette. Exactement. Et là, comme on vit beaucoup de changements au Plaza Athénée, donc comme je t'expliquais, arrivée d'Alain Ducasse, arrivée de Jean-François Piège, Christophe Moret, Christophe Saintagne, Romain Médère, le départ de tous ces chefs-là, le nouveau qui arrive, Jean Humbert. Oui. Donc à chaque fois, les clients, ils te regardent physiquement. Et là, le dernier commentaire qu'on m'a fait il y a 2 jours, il me dit, bah regarde, moi j'ai grossi, j'ai plus de cheveux, mais alors toi t'as pas changé, t'as pas une ride, t'es toujours bien coiffé, t'es tout mince. Parce que là, je suis un marqueur, hein, je suis un marqueur fort, comme un mur, comme une table. Ouais, c'est comme un chandelier, tu vois. Ouais, mais c'est si chandelier, il y a 3 ampoules de cassées. C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a tout qui peut bouger autour, mais toi t'es toujours là. Oui, et puis les gens, ils veulent te retrouver comme ils t'ont laissé. Donc ils étaient là il y a 1 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans, donc c'est voilà. Et t'es leur point cardinal à eux, quoi. Voilà. Oui. Et si tu n'es pas comme tu devrais être, c'est-à-dire que discipline de faire voilà. Ah, tu lâches rien. Non. Après, t'as changé, ou alors il te parle moins. Il vieillit mal. Il a grossi, il a encore pris des kilos, t'as vu, voilà.
Et dans ce genre de lieu, oui, bien sûr. c'est comme ça, c'est ma vision. Oui. Voilà. Mais il y avait un autre directeur qui était au Relais Plaza, qui s'appelait Bernard Kuchler, qui était là depuis 45 ans. Tu avais quelqu'un de très dynamique, de très charismatique, voilà, qui habitait le lieu. Donc voilà, moi je suis un peu aussi comme ça. On habite le lieu, donc on se doit être à la hauteur aussi du lieu, de l'institution. Donc je comprends. C'est hyper intéressant, oui, hein, parce que c'est prenant. Ah oui. Mais à la fois, bon, c'est mon choix de vie professionnelle, et la vie personnelle et professionnelle, comme tu le sais, elle est très liée. Donc être bien dans son métier, travailler avec des jeunes, ça te maintient jeune. Mais voilà. tu sais, c'est rigolo parce que tu dans un registre différent, mais ce discours, je l'entends aussi beaucoup sur les chefs des grandes maisons. Ce que tu racontes là, la discipline, la rigueur, tu vois. Alors ok, c'est en cuisine, mais vous avez un langage qui est vachement commun. Tu vois, vous êtes vraiment pas du tout éloignés, hein. Non, on n'est pas éloigné du tout. On fait le même métier. Bien sûr. Nous, après, on a une image. Eux, ils peuvent s'amuser aussi, être un peu différents parce qu'ils sont chefs. Donc, à partir du moment. Oui. On n'est pas à ce niveau-là, et on est au service d'eux. Ouais. Donc, au service d'eux. Donc, quel que soit l'autre, voilà. Alors, le chef, c'est le chef. T'aimes pas. Un chanteur, t'aimes pas. Un sportif, t'aimes pas. Il est là. Nous, on est au service du plus grand nombre. Donc, dans l'idée, quand même, c'est de plaire au plus grand nombre. Donc, voilà, si tu touches les 99%, bah, t'as gagné. Si t'es clivant, il y a ceux qui vont t'aimer et ceux qui vont pas t'aimer. Et là, je travaille dans un restaurant où ceux qui aimaient le directeur et ceux qui aimaient le premier maître d'hôtel. Et à partir du moment où il y a ça, bah, ça crée des tensions entre les clients, entre les deux entités. Voilà. Et c'est pas bien pour l'ensemble. Voilà. Ouais. Bien sûr. Ah, c'est en effet, c'est captivant, hein. C'est captivant cette approche, et j'imagine d'être le plus, comment dirais-je, le plus personnel, tu vois, dans le sens proche de ton client qui doit se sentir le plus grand client de la soirée, de l'histoire du monde. Exactement. Ce soir-là. C'est ça. Derrière tout ça, il y a les filles miroirs. Mais est-ce que vous notez, je sais pas si tu peux répondre à ce type de question, je veux dire, vous avez peut-être des clients qui viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par an, peut-être plus. Est-ce que vous avez des pense-bêtes et vous savez que tel client-là aime ça. On se rappelle. Hein? On se rappelle. On se rappelle des habitudes, des préférences. De ce qu'il n'aime pas, voilà, on échange avant le service, on dit attention, ce client-là, on le connaît, c'est la table 8 avec ce chef de rang-là qui parle espagnol. Rappelez-vous, il n'aime pas le coriandre, c'est ça. Et il n'aime pas quand il y a trop de desserts, etc., etc. Il est sans gluten, voilà. Donc, il aime bien l'eau gazeuse quand il arrive, ce type de. On se rappelle. Parce que le but c'est quoi? C'est qu'il se sente chez lui, c'est ça? C'est quoi le... Qu'il n'y ait pas d'erreur de service, et il faut pas que ça soit intrusif. Faut pas. Je me rappelle d'une expérience au Louis XV à Monaco. On avait un client qui s'appelait Monsieur Rapaport. Je pense qu'il est plus de ce monde, et il avait l'habitude de boire un Château Pétrus 80, 82, je sais plus quel millésime. Et donc une bouteille. C'est une belle habitude. Voilà, une bouteille qui valait 10 000 euros, 12 000 euros, voilà. Et en fin de compte, un jour, il s'installe à table, il prenait un dry martini cocktail, et le sommelier, il commence à ouvrir la bouteille, et il lui dit: mais qu'est-ce que vous faites? Et là, le sommelier tétanisé, il dit: bah, je fais comme d'habitude, j'ouvre vos bouteilles. Mais qui vous l'a demandé? Ne prenez jamais l'habitude d'ouvrir la bouteille sans me l'avoir demandé. Donc le sommelier était tétanisé, il comprenait plus rien, etc. Et après, il m'appelle le client, il me dit: écoutez, cette bouteille, c'est 2 fois votre salaire. Ne prenez jamais l'habitude d'ouvrir la bouteille sans me la demander. Je dis: oui, monsieur. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, certes, il venait une fois par semaine, 2 dry martini cocktails, le Pétrus, toujours le même, toutes les semaines. Et là, il avait envie de casser un truc. Voilà. Donc, faut faire très attention. Voilà. Je fais comme d'habitude. Ah ben non, c'est pas la même dame, par exemple. Le monsieur qui vient et c'est pas la même dame. Et on n'a pas fait attention. Donc il est venu avec sa maîtresse, il vient avec sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Donc faut faire très attention. Voilà. C'est le client qui t'envoie le message, de la façon dont il va te parler, qui va te regarder, qui va te dire: ok, on se connaît pas, voilà. Et nous après on sait, voilà. Ouais, donc tu dois t'adapter en permanence. Tu dois être en train de regarder à l'écoute sur le qui-vive, quoi. C'est exactement. Et puis à la même table, tu peux avoir 2 ambiances différentes. Hein. Moi j'ai un client qui est banquier new-yorkais, qui est très un peu comme ça. Et sa femme, elle est marocaine, qui est très comme ça.
Ouais. Voilà. Ouais, deux Donc, salles, deux ambiances à la même table. Donc tu discutes, tu es toujours un peu en train de négocier, ils te donnent 5 euros de pourboire, ils te disent ah voilà c'est la fortune du monde, et elle passe derrière, elle te donne 50 euros cachés comme ça pour compenser, etc. Donc il faut que tu marques pas. Tu dis oui bien sûr. Ouais. Ah oui d'accord. Ouais. Voilà, c'est très sport, il faut être en forme. Voilà. Mais tu as des clients comme ça, et puis tu as des clients avec qui tu sympathises à 19h30, 20h, 21h, tout va bien, tu as beaucoup d'humour, etc. Et puis après, ils ont un peu bu, ils sont un peu fatigués, puis à la fin de repas, ils te veulent plus, tu vois. Alors toi, tu arrives et tu es resté sur le même rythme, mais ils te veulent plus, toi. Soit ils se sont disputés, soit machin, et puis... Et t'es plus à ta place. Tu termines mentalement, physiquement, un service, à la fin d'un service, c'est compliqué. Tu démarres le service, t'es là, tu dis j'ai pas envie de faire le service. J'ai pas envie, parce qu'on fait 2 journées dans la même journée. Hein. Donc tu fais le midi, tu rentres chez toi, tu t'alimentes, tu te reposes un peu, et puis là, c'est simple. Quand tu dis le midi, c'est quoi les 14 heures quoi Quand tu manges le midi. Non, mais je veux dire, ton service, c'est midi 16h. Je veux dire, à 11h, tu commences à être dans le truc, tu ouvres à midi 15, et puis à 14h30, c'est dernière commande, et puis après, le temps que les gens partent, ou tu pars avant eux, 16h, t'es chez toi, tu déjeunes, tu dors une demi-heure, tu repars voilà. Et là, t'es en train de digérer, t'es à moitié comme ça, t'es pas bien, t'arrives au bureau. Oui, alors pour ce soir, machin. Donc là, il faut 5 minutes tout seul pour te remettre en condition, etc. Te ravaler la façade, comme on dit, te préparer. Et tu descends au restaurant. Et là, je te promets que t'as pas envie. Et là, tu vois les premiers clients qui arrivent là-bas. Tu dis ah ça, je crois que c'est pour nous. Et puis il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui remonte. Et bonjour, vous allez bien? Ah, ça fait plaisir, voilà. Et là, c'est parti. Donc là, tu fais que monter. Entre les histoires de service, les histoires entre collaborateurs, les histoires avec la cuisine, ça fait que monter, j'ai fait un problème, machin, truc. Tu montes. Et puis après, une fois que c'est fini, tu rentres chez toi, et il faut du temps. Et moi, je dîne. Hier, on a fait 50 couverts, donc il y a beaucoup de monde. Je rentre chez moi, il était 12h30, je me mets mon petit plateau repas, une entrée, un plat, un petit peu de fromage, un dessert, voilà. Et puis je mange, et puis tu vois, je suis comme ça, et puis quand je commence à avoir un premier coup d'œil, je dis bon, c'est l'heure d'aller se coucher, voilà. Après, on doit redescendre, mais tous les gens de la restauration, c'est pareil. Bien sûr. Voilà, on a donné tellement aux autres qu'à un moment donné, il faut se retrouver, il faut reprendre ce souffle. Et on aime ça. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est extrêmement prenant. Et alors, comment tu... Je veux bien, tu m'as fait. Voilà, gratier. Tu veux un café? Non, merci. Merci. Et comment tu, du coup, manages parce que, en plus de toi, on va dire, en plus des clients, il faut aussi que tu aies un œil sur les équipes. Exactement. C'est ça. Donc comment cette troisième casquette là, à quel moment elle intervient? Comment tu manages ça? C'est en amont. Il faut bien connaître qui sont les collaborateurs. Je fais des one-to-one, je fais des micro-pactes avec chacun d'entre eux. Donc je sais exactement qui ils sont, ce qu'ils peuvent donner, quelle sera leur contribution. Et je suis là et je compense, j'accompagne, je corrige éventuellement, tout en live, tout en direct, etc. Et donc moi j'ai pas de surprise. Moi j'aime pas les surprises. Donc je connais les mauvaises surprises parce que je suis prêt à ça, mais j'aime pas les mauvaises surprises. Et j'ai un temps d'avance parce que je suis très sensible. Tu sais déjà quand ça va arriver ou quand ça... Oui, mais tu sens, c'est le métier ça ou voilà. Comment tu le... C'est le métier. Alors la sensibilité et l'envie d'être sensible aussi. Oui. Parce que tu as des gens qui sont juste là, qui sont mécaniques. Moi j'ai un métier, je suis payé pour ça, je le fais. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'aime bien donner du sens, de l'intérêt à ce que je fais. Donc je suis très sensible à plein de choses. Et mes collaborateurs, je les connais parfaitement. Donc des fois ils me demandent des choses et voilà, donc je suis tolérant, je laisse faire, etc. À partir du moment où tu confies des responsabilités aux uns aux autres, de la liberté, il faut assumer aussi de mon côté. Donc voilà. Et puis voilà, je suis un cadre beaucoup plus large, mais on sort pas du cadre. Donc surtout face aux clients. Voilà. Oui. Sécurité, machin, truc. Non. Tu es comme tu es devant le client avec tes qualités et tes défauts, surtout avec tes qualités, mais tu sors pas du cadre. Voilà. Si un client te dit quelque chose, tu restes très professionnel, etc. Je t'ai mis dans les meilleures dispositions pour que tu sois comme ça, donc t'as pas à faire ça. Faire ça, c'est contre moi, c'est contre le projet, c'est contre l'entreprise et t'as pas le droit. Ouais, c'est un no-go. Et donc si c'est que tu es pas à ta place, c'est que tu n'as pas compris, donc on te regarde une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après bon, c'est. Ouais, mais du coup, je veux dire, ça rajoute quand même, toi, alors pas un stress, mais je veux dire,
Tu vois. Oui, mais après, il y a aussi le côté, on travaille ensemble. Oui, bien sûr. On est presque copains, presque amis. On est dans l'effort. J'ai vendu une belle bouteille de vin. Venez la goûter avec moi, c'est sympa. Venez à la table 6, lesquels on va vous parler, ils sont super sympas. Voilà, on a quand même ce truc-là. De travailler dans l'effort, c'est un peu comme dans le sport. Quand tu fais du sport ensemble, on est tous très très différents, chacun a son niveau de jeu et chacun a sa place. Mais in fine, une fois qu'on a fait un beau service, que les clients ont fait des bons commentaires, on est tous contents. Voilà. Et après, on affine, on corrige, on règle les petites choses et on fait grandir les gens aussi. On les fait grandir. Voilà. Ouais. C'est quoi, tu disais là, une belle bouteille de vin? C'est quoi une belle bouteille de vin pour toi? Bon, hier soir, ils ont vendu une très belle bouteille de Cristal Roder rosé. Alors, il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Une belle bouteille de Cristal Roder, la forme, la couleur, rosé ambré, le couple qui buvait. Voilà, tout ça, c'était une belle image. Voilà, et je me dis, j'aimerais bien être à leur place. La dernière fois que j'ai bu une bouteille de Cristal Roder, c'était en allant manger au Crillon. Époque Jean-François Piège, donc en 2004, 2006, 2007, je me rappelle. Ouais. Il nous avait accueillis avec une bouteille de Cristal Roder. Enfin, tu t'arrives, t'es fou, voilà, d'être comme un client, parfois. Et ce moment-là, hier soir, m'a fait penser à ce moment-là que j'avais vécu au Crillon avec Jean-François. Ah bah tiens, tu me fais ça, c'est rigolo ce que tu dis là. Comment tu fais toi le professionnel quand tu vas manger en tant que client dans ce type d'établissement? Est-ce que tu profites ou est-ce que t'as un œil du travail qui revient en disant ah putain là il se passe un truc qu'ils ont pas vu, ou comment tu fais? Moi, j'y vais toujours à un moment clé pour célébrer quelque chose. Voilà. J'ai pas les moyens forcément d'aller dans ces grands restaurants. Bien sûr. Et c'est un coût. Et j'y vais pas tout le temps. Voilà. Oui. Donc j'y vais à des moments clés pour des anniversaires, des célébrations, etc. Et je m'attends à ce que ça soit vraiment très bien. Donc je mets la barre très bien. Et soit ça reste à très bien, soit ça descend. Et ça descend, c'est pour des choses qui sont pas normales. Voilà. Exemple. C'est quoi un truc pas normal? La salle mal tenue, je dirais au niveau du décorum, t'as des tableaux de travers, des ampoules cassées. Voilà. Ça pour toi déjà c'est oui, parce que c'est le costume comme ça, le bas filet, ouais, vous avez réservé alors j'exagère un peu la caricature, mais oui, mais voilà. Ça peut arriver. Oui. Ou il y a un morceau de, j'ai fait ça dans un grand restaurant il y a pas longtemps. Il y avait un morceau de scotch par terre et le maître d'hôtel il arrive avec son pied, il essaie de le décoller avec son pied. Et puis, tac, il donne un coup de pied dans le scotch, machin. Alors, quand je le vois faire ça, même s'il a 5 mètres, mais je l'ai vu, je dis, Lofia. Donc, ce que je veux dire, c'est que ton œil de pro, il t'arrive jamais à le... Non, mais comme un client, j'attends à ce que ça soit vraiment très bien. Et il faut pas que ça descende. Donc, si ça descend, alors, par exemple, si quelqu'un fait tomber un verre, un truc, machin, ça, pour moi, ça, c'est absolument rien. Ça, voilà. Ça peut arriver, je veux dire, c'est un accident, etc. Mais sur une attitude, un comportement, une fausse bonne idée, on vient de couper un morceau de pain alors que tout l'autre pain il est déjà dans les corbeilles, voilà, où il y a des mètres partout, c'est mal scénarisé, machin. Voilà, on parlait du pigeon tout à l'heure, c'est un beau geste, mais en tant que client consommateur, je sais que je vais manger froid, je sais que je ne mangerai pas le perdreau ou le pigeon comme il aurait pu être à sa quintessence de peau croustillante, chaud, avec le sang qui coule. Voilà. Donc tu loupes un truc. Donc je me dis, c'est une fausse bonne idée. Et ça me tire un peu vers le bas. T'es presque t'es presque un gars du Michelin en train de... Oui, on en parlait hier soir avec mon assistante. Mais pourquoi vous ne finirez pas inspecteur du guide Michelin? Elle me dit non, mais les gens vous connaissent trop. Je dis oui, et puis moi je suis trop gentil dans le sens, voilà, je peux pas mettre des gens dans des cases, dans des boîtes, dans des notes. C'est trop compliqué parce que derrière tout ça il y a une alchimie, il y a des gens qui passent du temps à réfléchir à tout ça, du temps sur le terrain, et à un instant T il peut y avoir quelque chose qui coince, mais faut pas en vouloir non plus à tout ça parce que ils méritent pas ça. Donc moi je suis trop gentil pour mettre des notes. Voilà. Parce qu'une fine, quand tu sors, c'était bien. Là, il y a le River Café, la péniche qui est en bas de chez moi, porte de Saint-Cloud. Oui. Il y a un jeune qui est moitié afghan, moitié iranien, qui est un jeune serveur. C'est une style brasserie un peu raffinée. Dès qu'il nous voit arriver, il nous prend avec ma chérie, il nous installe. On va prendre un peu de champagne. Il arrive deux verres de champagne avec des glaçons dedans. Il fait tourner comme ça. Voilà, il a tout compris. Et c'est pas une question de lieu ou de dimension de l'établissement, c'est une question que la personne de service qui est là, elle soit vraiment habitée, vraiment professionnelle, et tu le ressens tout de suite. Voilà. Et peu importe le lieu où c'est, t'as des gens qui sont vraiment habités, qui adorent ce qu'ils font et qui viennent t'accueillir pour au point où tu sois un peu aussi ouvert, où tu as envie de passer un bon moment. Normalement, tu auras toujours quelqu'un qui va venir et dire écoutez, si vous êtes content, moi aussi je suis content, et voilà.
Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est comme en cuisine, c'est un sacerdoce. Enfin, c'est un vrai. C'est une vocation. Ouais, c'est ça. C'est une vocation et je parle souvent dans les écoles hôtelières, encore une fois, Oui. à l'infirmière. L'infirmière qui a des moments durs dans un hôpital, c'est un métier difficile. Elle va ouvrir la porte, elle connaît pas le patient, elle sait pas forcément ce qu'il a, mais elle se pose pas la question de savoir est-ce que je vais voir quelque chose qui va, j'ai pas envie d'y aller. Non, non, elle est habitée par ce qu'elle fait, c'est sa vocation. Elle va ouvrir la porte. Elle va délivrer un soin et pour peu qu'elle soit habitée, elle va te faire du bien intellectuellement, moralement, voilà. Et on est un peu dans ce cadre, dans ce cadre-là. Ouais, je comprends. T'as ceux qui viennent manger à qui que tu dois servir, mais t'as ceux qui recherchent aussi de l'affection, de la chaleur humaine, échanger, partager. Voilà, c'est pas neutre un service. Donc pour que t'es quelqu'un. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Et les clients me disent qu'est-ce que vous êtes sympa. Mais j'ai envie de leur dire mais c'est parce que vous êtes sympa. Parce que t'as des clients qui sont comme ça, ils disent ouais le service machin, je dis regarde toi, et on n'a pas, tu nous laisses pas venir te parler parce que t'es sur la défensive, t'es raide. Et des clients qui sont je dis oui on est là. Là j'ai de la chance, j'étais à Hong Kong il y a pas longtemps et j'étais retrouvé un couple de clients. Il me dit tu sais, on est venu manger il y a 25 ans au Plaza Athénée. La façon dont tu nous as accueillis, que tu nous as servi, on n'a jamais retrouvé ça ailleurs. Il me dit mais t'es un gars incroyable. Et je dis, écoute, maintenant qu'on se connaît un petit peu, je dis, c'est toi qui es incroyable parce que t'es amour, voilà, t'es soleil, bonjour, allez, je vous fais confiance, faites-moi rêver. Donc, mais tu me donnes envie de venir. Tu m'as en face de toi, moi je rentre et puis et j'ai qu'une envie, c'est de te faire plaisir et puis plus je te fais plaisir, plus tu vas. Voilà, donc et après il y a pas de limite. Donc j'ai qu'une envie, c'est de mettre un micro là pendant ton service, avoir une caméra et voir ce que tu fais là, ça doit être à voir, ça doit être vraiment. Je te fais voir mon téléphone, mais hier soir j'ai fait ce qu'il fallait faire à des clients un peu comme ça. J'ai 3 messages sonores et j'ai 2 messages écrits, donc voilà, on a fait le job. Et quand tu sais un peu à qui tu as affaire et puis c'est une première visite, tu grossis un peu tout ça et tu fais du bien aux gens, voilà. Ouais, parce que c'est c'est génial et à vivre parce que tu me disais c'est quoi alors toi tu dirais quoi il faut être là sans être là. Qu'est-ce que tu dis à tes équipes, voilà, pour que ton client passe un moment. Tu sais, on en parlait. Je te dis, moi, j'ai vu parfois au moment où je me dis tiens, j'ai soif, mon verre est rempli. Au moment tiens, là, je voudrais du pain alors qu'il n'y en avait pas. Oui. Mais il y a un moment, j'ai dit tiens, sur ce plat-là, j'ai envie du pain. Comme par hasard, comme par magie, il y a un gars ou une femme que j'avais pas vu qui arrive avec le pain que j'avais à peine imaginé. Comment tu... Il faut être juste. Il faut être juste dans le bon timing. Le timing est important. Le bon timing, si c'est trop long, c'est trop long. Si c'est trop rapide, c'est trop rapide. Faut être juste, voilà. Donc c'est le fine tuning, toujours en train d'ajuster. Moi, je suis là comme ça. Il fait trop chaud, mais c'est de l'air conditionné. La musique est trop forte, pas assez forte. Il y a trop de lumière, etc. Toujours. Si j'étais un client, je vais toujours la place du client. Ouais, tout le temps. Ouais. J'ai chef, ça va trop vite. Dis chef, ça va pas assez vite. Attention à l'accueil, voilà. Les courants d'air, voilà. Toujours être en train de ressentir les choses. Tu vois un client qui se pousse de la chaise, qui croise des jambes, qui commence à taper comme ça. Il y a un truc à cette table, c'est trop long. Vas-y, etc., etc. Et alors moi, alors je continue sur mes questions un peu, tu vois, pas débile, mais moi j'ai le souvenir. Ça fait très longtemps que je suis pas allé dîner dans un gastro d'hôtel. Moi j'ai le souvenir que à l'époque, tu devais être habillé, tu pouvais presque avoir une veste, on te donnait une veste à l'entrée, tu vois, pour que tu puisses aller dîner. C'est toujours le cas ou pas forcément? Alors, je reviens sur ce livre-là. Il y a un passage, justement. Bouge pas. Vas-y, continue. Non, mais l'évolution des mœurs dans le temps. Quand on était au 59 points carrés de 96 à l'an 2000, on imposait la veste et la cravate. Oui. Je me rappelle qu'avant, au Louis XV à Monaco, on interdisait les jeans et les baskets. Oui. Donc c'était avant 96. Donc veste et cravate. Arrivé au Plaza Athénée, on s'est aperçu que les gens importants, influents, etc. ne mettaient plus de cravate. Donc on a continué à imposer la veste, mais plus la cravate. Donc pendant 20 ans de présence d'Alain Ducasse au Plaza Athénée, on a imposé la veste. Donc j'ai une 50aine de vestes bleu marine de toutes les tailles jusqu'au 64 parce que j'avais des costauds. Si j'ai. Ah, oui. Et donc c'était un combat que j'ai mené aussi avec mon directeur général qui était plus convaincu du port de la veste. Je dis si ça uniformise. Vous avez des clients qui viennent en smoking, bien habillés, puis à côté t'as quelqu'un avec un pull rose ou un t-shirt ou en kawaii. On fait quoi?
Donc, et après, avec le nouveau chef Jean Habert qui est beaucoup plus décontracté, différent, voilà. Donc pour l'instant, on n'impose pas la veste. Donc venez comme vous êtes, mais venez quand même d'une façon élégante. Donc on interdit les shorts bien sûr, etc. Mais on est beaucoup plus souple pour l'instant. Okay. Donc et le restaurant a une étoile au guide Michelin. Donc si un jour on retrouve 3 étoiles, est-ce qu'on aura envie de réimposer les vestes? Est-ce que la clientèle sera la même? Bon, à suivre. Ok, mais c'est intéressant. Mais c'était un moment de tension. Au début du restaurant, même si on l'avait averti au téléphone, n'oubliez pas la veste de rigueur, même si on l'avait noté sur tous les échanges commerciaux sur le site internet, tu avais quand même des clients qui arrivaient sans veste, en pensant pouvoir passer le filtre. Mais bah non. Et donc ça crée une tension. Donc il y a ceux qui jouent le jeu. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Oui, bien sûr, tac. Et puis ça que ceux qui étaient là, qui après qui étaient en train de taper sur la table, etc., ou qui essayaient de retirer la veste en salle, etc. Donc, moi, je me souviens de salons où on prenait la veste parce qu'on avait des dîners avec des clients où on savait qu'on était dans ce type d'établissement. Tu vois, on disait bon, ok, je pars à un salon, je vais prendre que des shorts, mais par contre, faut pas que j'oublie le pantalon et la veste et la chemise parce que jeudi soir, je dîne. Et je pense qu'à part la Tour d'Argent à Paris, il y a plus de restaurants qui imposent la veste. Donc, tu te retrouves tout seul. Les gens disent mais vous êtes qui, vous prenez pour qui, etc., etc. Donc bon. Ouais, c'est l'évolution. C'est pas évident. Je comprends. Écoute, alors j'ai pas du tout lu tout ce que c'est physique. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc j'ai rien lu de tout ça, mais je me suis éclaté à t'écouter. On a dit qu'on allait évoquer. Oui. Alors en fin de compte, une petite anecdote. On va en créer avec d'autres personnes en 2012 une association qui s'appelle Au service des talents de demain et qui avait pour but justement de rapprocher, de dire ensemble créons du lien, de rapprocher un peu toutes les acteurs de la profession et surtout les écoles hôtelières des entreprises. Et en fin de compte, pourquoi ce démarrage? Donc un jour, je ne reçois plus de curriculum vitae, c'était en 2012, et je tape à la porte du grand chef Alain Ducasse et je lui dis chef, vous qui avez toute puissance, aidez-moi à trouver des collaborateurs, etc. Et il me regarde et il me dit et toi tu fais quoi pour ton métier? Donc je suis ressorti de son bureau, j'étais un peu voilà, et je me dis je pense qu'il doit avoir raison. Donc est-ce que je devrais ou est-ce que je peux mener des actions en dehors des 4 murs de mon restaurant? Et j'ai commencé justement à la rencontre des acteurs, etc. Depuis, on s'est fédéré, on a créé une association qui s'appelle Au service, et on n'a jamais été aussi proche des écoles hôtelières. Donc on va dans les écoles hôtelières, on va faire des conférences, des colloques auprès des jeunes. On n'a jamais été aussi proche des enseignants. On critiquait un peu les enseignants, machin, et les enseignants nous critiquaient, vous les professionnels. Bon, maintenant qu'on se connaît, on travaille ensemble. On n'a jamais fait autant de visites d'entreprises. Des écoles viennent avec les élèves visiter les entreprises. Ouais, c'est génial. On n'a jamais autant copiné entre entreprises, avec Stéphane Trappier à la Tour d'Argent, avec Olivier Bicao au Meurice. Voilà, on échange tout, on partage tout. On n'est pas en concurrence. Ils ont leurs clients, j'ai mes clients, mais on partage des best practices, on partage les collaborateurs, les informations. Voilà, on a réussi à décloisonner. Ouais. Tout ce spectre pour justement faire les choses ensemble. Tu veux faire avancer la profession, quoi. Oui, les métiers de service, on n'a jamais fédéré, on avait des gens bien un peu partout, mais comme on se connaissait pas, on a l'habitude de se critiquer, hein, c'est très français. Et là, on va dans les écoles hôtelières de France et de Navarre et on a rencontré des gens fantastiques un peu de partout. Il y a un site internet. Il y a un site internet. Je mettrai le lien en descriptif. Et là, on met des offres d'emploi, on partage des actualités, on partage des connaissances, etc., etc. Voilà. Donc. Alors, si on terminera là, je vais quand même regarder mes dernières questions, mais si tu avais un conseil à donner à la fois à un garçon ou une fille qui veut se lancer dans un premier temps, et après à des parents qui ont des enfants qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je dirais que sachez bien quel est ce métier déjà. N'hésitez pas à aller dans des restaurants ou dans des brasseries, à vivre à des moments, même si chez Bouillon-Chartier, dans des endroits où c'est un très bon rapport qualité-prix, et vous transposez comme si vous étiez soit le chef, soit le maître d'hôtel qui vous sert, etc. Et si vous étiez à sa place, est-ce que vous prendriez du plaisir? Donc, vous intéresser un petit peu plus loin. Je dirais, ce livre est un livre de vie, personnel et professionnel. Il vous montre aussi le chemin que d'un jeune garçon de 14 ans à côté d'Orléans, on peut avoir un beau métier, un beau parcours, une carrière endurante, se projeter, partir à l'étranger, animer des conférences, etc., etc., devenir une personnalité. Donc c'est pas un sous-métier, c'est pas serveur, servant, serviteur, non, c'est être au service de quelqu'un
C'est quelque chose de très noble, quelque chose de très enrichissant, de très challenging parce qu'on se remet en question tout le temps, mais on peut faire des très belles rencontres. Moi, j'en ai fait beaucoup. Une des plus marquantes, Thomas Pesquet. Quand vous êtes 3 heures avec Thomas Pesquet, qui lui est parti 6 mois dans les étoiles, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est quelque chose où il n'y a pas de routine. On est toujours comme ça dans l'animation, dans l'échange, le partage. C'est très enrichissant. On a des clients qui vous apportent beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence, beaucoup de plein de choses. Et donc, ce jeune qui se lance dans cette profession, s'il est motivé, animé, habité, il rencontrera toujours des professionnels qui vont lui montrer le chemin, qui vont lui montrer comment faire. Et les parents, ayez confiance. C'est un beau métier, donc laissez faire vos enfants. Serveurs, serveuses, maîtres d'hôtel, etc., etc. C'est pas du tout un sous-métier. Non, et puis un jour, vous irez dans le restaurant où travaille votre enfant, votre fille, etc. Et vous allez le voir en action, et là, vous allez dire, j'ai une adulte, parce que c'est un métier qui fait grandir là aussi. On vous apprend le standing, le grooming, on va vous tenir droit, avoir une élocution, apprendre l'anglais. Donc les parents, ils vont voir leurs enfants qui ont 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, grandir très très vite et devenir des adultes très très vite. Et il y a peu de métiers qui font cette passerelle-là, de l'adolescence à l'âge adulte en très peu de temps, à travers un métier. Donc voilà, et on peut voyager très très loin, donc et gagner sa vie. Ascenseur social. Peu importe aussi d'où l'on vient, franchement, sincèrement. Ouais. Mais venez pas comme ça, voilà. Soyez conquérants, soyez habités, soyez volontaires. Et tu l'as dit, là, il y a une reconnaissance mondiale sur le savoir-faire français. Ça veut dire que les jeunes peuvent aussi voyager à travers le monde et avoir des jobs de dingue à l'autre bout du monde s'ils le souhaitent. Et même jeune. On peut être jeune à 20 ans, 22 ans, j'en suis la preuve. 25 ans, avoir des hautes responsabilités et le salaire qui va avec, etc. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'apprentissage, de compétences, d'éducation aussi, parce que l'éducation, on l'a pas, mais on peut la travailler un petit peu, mais quand même. Et puis aimer l'autre. Si on n'aime pas l'autre, si on n'aime pas lui faire plaisir, si on n'aime pas la nourriture. Donc l'humain, la rencontre. Oui. Ouais, c'est tout ça. Et la nourriture, bien sûr, parce que oui, le fil rouge, c'est ça. Ouais. Et puis travailler en équipe et voilà. Génial. Alors attends, parce que on va terminer par quelques questions, mais comme t'es le cobaye, t'es le premier. Oui. J'ai des questions. Oui. On va dire signature pour les chefs. Oui. J'ai tenté de les adapter pour toi. Oui. Alors, je sais pas si T'es prêt? Première question. Si tu devais servir une seule personne, vivante ou décédée, comment tu l'accueillerais? Ce serait qui? Je dirais ma mère. Ma mère qui est partie trop tôt, quand j'avais 30 ans, donc je pense qu'elle serait contente de voir où j'en suis. Le petit gars du Loiret, là, qui est 12 rue du Grand Sauvage et ce qu'il est devenu, donc voilà. Mon père, il est un peu plus. J'ai encore mon père qui est, mais mon père, il est un peu dur, un peu à l'ancienne. Mais ma mère, elle a le même tempérament que moi, donc j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle, voilà. Donc au moins une fois. Elle vient une fois et puis elle repart. Voilà, ce serait bien. Est-ce que t'as un souvenir émouvant en salle, un truc où tu te dis ça m'a marqué? Oui, il y en a beaucoup. Un client américain avec qui on avait réussi à trouver une bouteille de Château Yquem 1893, mais il fallait parce qu'il nous faisait confiance, il fallait sans doute lui proposer lui vendre. Et on avait toute confiance, donc à la fin du repas, on lui présente la bouteille, on a fait tout un cérémonial avec Laurent Rouquayrol, le chef sommelier, et on avait fait venir Jean-François Page à l'époque dans la salle, et le client, il dit, servez-vous un verre. Donc on avait tous les trois pris 4 centilitres de Château Yquem 1893, et on avait communié avec lui, et God bless you, etc., et on avait bu ce Château Yquem, donc c'est un moment donné, c'est un moment où t'es en osmose, t'es en communion avec tes clients. Il est généreux parce qu'il est généreux et on lui a fait une très belle soirée et on est tous les trois à communier avec lui. Donc ça, je crois que c'est c'est le hit. C'est le hit. Et puis sur ce genre de produit qu'on ne boira jamais plus, qu'on n'aurait jamais pensé boire, c'était d'une fraîcheur. Tu l'as trouvé où? Où est-ce que ça se trouve? C'est le chef sommelier, par des collectionneurs. On avait appelé les propriétés, on avait parlé au baron de Lursalus qui nous avait dit il me reste qu'une seule bouteille au domaine. Vous verrez, c'est encore très frais, etc., etc. Donc on avait toute une philosophie, mais il fallait encore que le client l'accepte. Il l'a accepté. Et par la plus grande des surprises, il a communié en nous offrant à nous aussi et alors, de partager ce moment. Un vin de 100 ans, ça vieillit comment? C'est plus dans l'intellect, mais il avait gardé toute sa fraîcheur. Il était ambré, mais pas trop caramélisé, etc. Incroyable. Donc on était bien. C'était un bon moment. Oh là là. Et alors, est-ce que tu aurais
cette fois-ci backstage, une anecdote coulisse qui t'aurait marqué? Oula. Un truc incroyable, je sais pas moi. Alors vraiment, je dis n'importe quoi, mais un service où il y a plus d'électricité en cuisine, il faut improviser. Est-ce que un truc comme ça On a tout vécu, même un braquage, des gars qui sont arrivés dans le restaurant avec des fusils, ou moi un client qui m'a frappé. Non, mais j'ai tout vécu. Ou un client qui est mort dans mes bras aussi. Non, mais j'ai tout vécu. Donc après, backstage, justement, show must go on. Hein. C'est quoi qui se passe. Oui. Une fois que tu rentres. Qu'est-ce qu'on fait après le moment? Qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'il y a tous les autres clients qui sont venus pour passer un moment aussi, un autre moment. Et comment on fait pour gérer cette situation de crise ou ces moments difficiles? Et que le reste de la salle continue à vivre le moment présent, etc. Bon, alors. Et donc voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question. Ouais, mais alors te moque pas de moi. Mais ce que tu me racontes là, tout de suite j'ai une image en tête. Louis de Funès Septime, quand il explique à sa brigade, vous avez des soucis, vous êtes pas bien, la porte s'ouvre et là, hop là. C'est ça. C'est l'image que j'ai. Ouais, non, mais c'est ça. C'est rigolo. Il y a une partie de la clientèle la clientèle en général est là pour passer un moment. Donc comment on peut, alors moi c'est d'isoler la situation et la gérer et après que mes équipes prennent tout le reste. Est-ce que tu as un plaisir coupable en gastronomie, toi, un truc où... Moi, j'aime bien manger. J'aime bien les restaurants, j'aime le champagne, j'aime les bons vins, j'aime les bons moments, j'aime les pâtisseries. Je suis très gourmand. Tu fais du sport pour être fit comme ça? Je fais attention. Là, j'ai décidé de faire attention. Comme je travaille avec des gens qui sont jeunes et de plus en plus jeunes, j'essaye de, les cheveux très courts, les lunettes un peu branchées, Là, j'ai fait un petit look un peu comme ça, mais faire attention de rester contemporain, etc. Donc oui, j'aime bien la nourriture. À part ça, je suis assez classique. J'aime bien le sport aussi, mais voilà, j'ai pas de... Je me drogue pas. Non. Et alors, dernière question, est-ce que tu as une Madeleine de Proust, quelque chose en matière d'accueil, un geste, quelque chose que, je sais pas ta marque de fabrique, mais... D'aller au contact. Bonjour, vous allez bien, voilà. Voilà. Dans l'idée, c'est, sincèrement, je vous attendais vraiment, voilà. Vous êtes le bienvenu. C'est pas juste, voilà. Et alors, je suis à l'accueil du restaurant, justement, parce que les clients, soit je les connais, soit je les reconnais pas. Si je les reconnais pas, c'est pas grave, je m'amuse. Et j'essaie de leur trouver un nom. Donc, je regarde le listing, je vois les noms, je vois comment ils arrivent, quelle nationalité ils peuvent avoir de loin, quelle langue ils vont parler, etc. Et voilà, j'essaie de faire un accueil extrêmement personnalisé, sans savoir qui ils sont. Alors, j'ai mes assistantes qui sont devant, elles disent, mais arrêtez de faire ça, vous faites, je dis oui, mais c'est au feeling, voilà, c'est comme ça. Alors, des fois, je me trompe, je dis ouais, mais venez. Et après, mais je sais pas qui c'est, voilà. Et je creuse, je gratte, et voilà. Mais l'accueil est essentiel pour moi. C'est pour ça que je suis devant et d'installer le client à la bonne table avec le bon chef de rang, etc. Voilà, créer une belle salle. Et tu arrives à un endroit et on n'a pas envie d'être reconnu, mais quand même un petit peu. Et on te dit voilà, je vous ai réservé la plus belle table du restaurant, ce qui est pas forcément vrai, mais le fait de le dire. Tu accompagnes le client, est-ce que cette table vous convient? Alors le client va dire ah oui, c'est trop gentil. Donc il a accepté que c'est la plus belle table du restaurant, que vous lui proposez, il vous a dit oui, il a fait le pacte, voilà, tac. C'est tout un processus. C'est captivant. L'épisode, je me suis régalé à t'écouter. Si ça ne correspond pas, on change de table et on s'adapte. Et là, c'est déjà arrivé ça? Oui. On va faire cette table-là, le client il va choisir. D'accord. Donc après, tu vas lui donner une table, tu as prévu une table qui est un peu la moins jolie. Tu vas en fin de compte critiquer la belle table. Vous préférez cette table-là qui est plutôt au milieu ou plutôt une table plus tranquille sur le côté. Donc c'est le choix des mots, tu vois. Et quand on va choisir la table, donc ça devient sa table et puis voilà. Donc non, l'accueil est très important. C'est ce qui déclenche le reste. Il faut pas qu'il y ait de tension. Parce que le premier, le premier, c'est pas sentiment, mais le premier truc, c'est ce qui va tout driver ensuite, quoi. À l'inverse, tu arrives à l'accueil, on te regarde pas, tu fais la queue. On te demande ton nom, on comprend pas ton nom. Ah, j'ai pas votre nom. Tu vois, un réflexe pour se défendre, pour prendre du temps. J'ai pas votre nom, alors qu'elle l'a vu, mais elle l'a pas vraiment vu. Et là, ça crée des tensions. Alors, attendez, j'ai réservé il y a 3 semaines, je comprends pas. Ah si, je le vois, mais il est mal orthographié. Tout ça, voilà. Donc ça commence pas très bien. C'est ça. Voilà, donc tout ça, faut faire très très attention sur les premières secondes, premières minutes, et incarner l'hospitalité. Voilà. C'est pas des petits mots, ce que je dis. C'est vraiment incarné. C'est voilà. Ouais, je suis vraiment là. Je suis vraiment là. C'est pas que mon corps ou le professionnel que j'incarne. Je suis vraiment là et je suis vraiment content de vous recevoir. Donc
Et comme j'ai un peu la chance d'être là depuis 26 ans maintenant, c'est un peu chez moi, donc ça décuple. Donc, il faut que je sois en forme, il faut que je sois frais, faut que je me projette. Et j'aimerais tellement pouvoir être une petite souris et pouvoir passer un service avec toi. Wow. Moi, je dirais mieux, il faudrait prendre un scalpel, le découper. Ouais. Et récupérer cet ADN professionnel. Ouais, et puis là, toi, là, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Oui, c'est toi. C'est des années et des années, des rencontres et des rencontres, des situations et des situations pour trouver justement. Et puis une fois que tu sais tout ça, il y a le contre-exemple. Vous nous avez dit de faire comme ça et pourquoi? Je dis mais t'as pas vu? Voilà. Lui, il est différent. En fin de compte, il fallait pas lui parler, il fallait pas tac. Ouais, il est différent. Ça, t'as la théorie et la pratique, mais donc c'est une personne qui est en face de toi qui te dicte quoi faire. J'ai un journaliste qui m'a dit vous avez l'art et la manière. La théorie et la pratique. Et je trouvais que c'est joli, l'art et la manière. Oui. Parce qu'il y a tout ce qu'on sait, qu'on a prévu, etc. Puis il y a le contre-exemple, où là, si tu fais pas le contre-exemple, la part de l'instant T, tu passes à côté. Et alors, me dis rien, le contre-exemple, c'est tous les jours. C'est ça, toutes les heures. Oui. À chaque client. Oui. Il faut avoir de la souplesse. Oui. Il faut être souple et... T'as remarqué que j'avais fini ma dernière question, mais qu'on est reparti. Ah, je sais pas, oui. Ça pourrait durer... C'est un échange un peu physique, quand même, hein. Ouais, c'est... Oui, mais... Parce que rester assis sur une chaise aussi longtemps, pour moi, c'est... Sans manger? Non, pas sans manger, mais rester assis. Parce que mon corps, il est debout. Toi, t'es debout. Quand tu fais des réunions, etc., c'est au bout de 2 heures, On va arrêter. Ouais. Attends, j'ai oublié un truc. Je vais faire une dernière photo de toi. Oui. Et moi, je vais dédicacer. Ah, mais oui. Attends, j'ai mon stylo qui est là. T'as un stylo là. Moi, j'en profite. Hop là, je me remets là. Attends, je vais faire un ou deux réglages. Tu veux mes lunettes ou non? C'est comme t'as envie. Non, mes lunettes, elles sont discrètes, ça. Ouais, c'est parfait. Merci, docteur. C'est ma thérapie. Allez, on y va. T'es prêt? Attention. Allez, on y va. Magnifique. 1000 merci. Merci à toi. C'était génial. Attends, je vais mettre debout. Allez, vas-y, on se... C'était canon. Alors, comment c'était, vous? Parce que moi, j'ai l'heure 30, 40, je sais pas, peut-être 50. J'ai rien vu passer tellement c'était captivant. Alors, Denis, 1000 merci pour cet échange, pour cette découverte, pour cette vision de la haute gastronomie, mais pas côté assiette, mais côté service et accueil. C'était vraiment... effectivement, quand tu as eu la chance d'aller dans ce type d'établissement, voilà, c'est des choses que tu remarques pas forcément, mais qui prennent toute cette dimension. C'était, voilà, je me suis régalé. C'était incroyable, donc je vais vous faire, Donc bien sûr, je vais vous mettre en description l'Insta de Denis, le site web de son association. Bien sûr, j'espère que ça va susciter des vocations parce que c'était génial. Voilà, je me suis régalé et quand on régale, qu'est-ce qu'on fait quand on se régale? On met des pouces bleus, on partage, on commente. N'oubliez pas d'aller sur nos réseaux sociaux, Insta, TikTok. Voilà, j'espère que cette hors-série vous a plu. Et si vous avez des idées d'autres hors-série, j'en ai plein en préparation dans les tablettes là. J'espère qu'ils seront tous de ce niveau-là parce que Denis, waouh, c'était très enrichissant. 1000 merci à toi. C'était Toto pour les chefs se mettent à table hors-série, le numéro 1. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut à tous, passez une belle semaine, éclatez-vous, mangez bien, profitez. À toutes, salut, c'était Toto.